Ce que je vais vous raconter maintenant m'a été envoyé par Marcos, un conducteur de bus de nuit en Espagne. Quand j'ai lu son message, j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre. Si vous travaillez de nuit ou si vous avez eu des rencontres inexplicables sur des routes solitaires, partagez votre histoire dans les commentaires. Nous ne savons jamais combien de personnes ont vécu quelque chose de similaire et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Ce que Marcos a vécu pendant 6 mois sur la route Madrid-Salamanca l'a amené à démissionner d'un travail qu'il avait occupé pendant 15 ans. Voici son histoire. Je m'appelle Marcos et j'ai 42 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme conducteur de bus longue distance pour une compagnie qui couvrait des itinéraires nocturnes entre Madrid et plusieurs villes de Castille et Léon. Mon itinéraire préféré, ou du moins c'était le cas, était celui de Madrid à Salamanque. Je partais à 11 h du soir et j'arrivais vers 1 h 30 du matin. C'était un trajet tranquille avec peu de passagers en semaine et j'aimais la solitude de ces routes sombres. Je conduis depuis l'âge de 22 ans. J'ai vu de tout sur les routes. Des accidents, des animaux traversant, des tempêtes terribles, du brouillard si dense qu'on ne voyait à peine 3 mètres. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Jusqu'en octobre 2022. Tout a commencé un mardi soir. C'était début octobre. Il faisait froid, mais il ne pleuvait pas. Je n'avais que 3 passagers. Un couple âgé qui se rendait à Avila et un homme d'affaires qui dormait au fond du bus. Il était 12h15. Nous traversions un tronçon particulièrement solitaire de l'A6, entouré de champs sombres des 2 côtés. J'ai vu quelque chose sur le bas-côté. Au début, j'ai pensé que c'était un animal. Mais quand je me suis approché, les lumières du bus ont éclairé une silhouette. C'était une femme, debout complètement immobile au bord de la route. Elle était vêtue de blanc, avec de longs cheveux sombres tombant sur ses épaules. Elle ne faisait aucun signe qu'elle avait besoin d'aide. Elle était juste là, regardant la route. Je suis passé sans m'arrêter. C'est le protocole de l'entreprise. Nous ne prenons personne sur les routes, seulement aux arrêts autorisés. Mais quelque chose dans cette image m'a troublé. Que faisait une femme seule, à minuit, au milieu de nulle part? Je regardais dans le rétroviseur. Elle était toujours là, debout au même endroit, regardant dans la direction du bus. Même à cette distance, avec l'obscurité enveloppant tout, je pouvais voir sa silhouette blanche contre le noir de la nuit. J'ai arrivé à Salamanque sans incident. J'ai déposé les passagers, rempli le rapport du jour et conduit le bus vide de retour au dépôt. J'ai pensé à la femme sur le bas-côté pendant tout le chemin du retour. Mais je me suis convaincu qu'elle avait probablement eu un problème avec sa voiture et que quelqu'un viendrait l'aider. 2 nuits plus tard, je l'ai revue. Cette fois, c'était jeudi. J'avais 5 passagers et je passais par le même tronçon de route, à peu près à la même heure. Et là, elle était exactement au même endroit, avec la même robe blanche, les mêmes longs cheveux, la même posture immobile. Mon cœur a fait un bond. Était-elle toujours là depuis la dernière fois? C'était impossible. 2 jours s'étaient écoulés. J'ai involontairement réduit la vitesse, essayant de mieux la voir. Quand les phares du bus l'ont complètement éclairée, elle a tourné la tête pour me regarder. Je ne peux pas décrire exactement ce qu'il y avait sur son visage. J'étais trop loin pour voir des détails clairs, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait qui m'a donné la chair de poule. J'ai accéléré et j'ai continué. Cette fois, quand j'ai regardé dans le rétroviseur, elle avait disparu. L'accotement était vide, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai commencé à m'inquiéter. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté à ma femme Laura ce que j'avais vu. Elle m'a dit que c'était probablement une prostituée attendant des clients. Quelque chose que l'on ne voit pas rarement sur certaines routes. Mais quelque chose ne collait pas. Les femmes qui travaillent sur les routes sont généralement près des aires de service ou des endroits avec plus de circulation. Ce tronçon était complètement désert. La semaine suivante, je l'ai vue 4 fois. Toujours au même endroit, toujours à la même heure, toujours avec cette robe blanche. Et chaque fois qu'elle passait, elle tournait la tête pour me regarder. J'ai commencé à ressentir de la peur chaque fois que je m'approchais de ce tronçon de route. Mes mains devenaient moites sur le volant. Ma respiration s'accélérait. J'ai demandé à d'autres conducteurs s'ils avaient vu quelque chose d'étrange dans cette zone. La plupart me regardaient avec confusion et disaient non. Mais un conducteur plus âgé, Paco, qui travaillait dans l'entreprise depuis 30 ans, est devenu pâle quand je lui en ai parlé. Robe blanche, cheveux longs et foncés, au kilomètre 82, a-t-il demandé. Oui, exactement là. Tu l'as vu? Paco ne répondit pas immédiatement. Il prit son temps pour préparer un café à la machine de pause avant de parler. Je l'ai vu il y a 20 ans, dit-il enfin. Pendant 3 mois, je l'ai vu presque toutes les nuits en passant par là. Toujours au même endroit, toujours avec les mêmes vêtements.
Elle ne m'a jamais rien fait, elle me regardait juste. Mais une nuit, il s'arrêta, comme si cela lui coûtait de continuer. Que s'est-il passé? Une nuit, j'ai décidé de m'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'était comme si quelque chose m'y forçait. J'ai ouvert la porte du bus et elle est montée. Je sentis mon estomac se nouer. Elle est montée dans le bus sans rien dire. Elle s'est assise au premier siège, celui juste derrière le conducteur. Je pouvais la voir dans le miroir. J'avais 6 passagers ce soir-là. Aucun d'eux n'a réagi à sa présence comme s'il ne pouvait pas la voir. Que faisais-tu? J'ai conduit. Que pouvais-je faire d'autre? Elle était là, assise, me regardant fixement dans le miroir. Elle ne clignait pas des yeux, Marcos. Pendant tout le trajet, peut-être 40 minutes, elle n'a pas cligné une seule fois. Et il faisait froid. Le bus avait le chauffage, mais la zone autour de ce siège était glaciale. Je pouvais voir ma respiration se condenser. Que s'est-il passé quand tu es arrivé à Salamanque? Quand j'ai arrêté le bus à la gare, j'ai regardé le siège. Il était vide. Elle avait disparu. Mais sur le siège, il y avait de l'eau, comme si quelqu'un avec des vêtements mouillés s'y était assis. Et ça sentait bizarre, comme de la terre humide et quelque chose de pourri. Paco me regarda droit dans les yeux. Mon conseil, Marcos, ne t'arrête pas. Peu importe quoi, ne fais pas arrêter ce bus quand tu la verras. Et si jamais elle monte, prie pour que ce ne soit pas ta dernière nuit. Après cette conversation, j'étais terrifié. J'ai envisagé de demander un changement de route, mais j'avais honte d'admettre à mon patron que j'avais peur d'une femme debout sur le bas-côté. Cela semblerait ridicule. Les semaines passèrent et les apparitions continuèrent. Mais quelque chose a commencé à changer. Chaque fois que je la voyais, elle était de plus en plus près du centre de la route. La première fois, elle était clairement sur le bas-côté. Maintenant, elle était presque au bord de la voie, comme si elle s'approchait peu à peu. Et son expression avait aussi changé. Au début, quand elle se retournait pour me regarder, son visage était inexpressif. Maintenant, quand elle était éclairée par les phares, je pouvais voir qu'elle souriait. Un petit sourire, presque imperceptible, mais définitivement un sourire. Une nuit de fin octobre, quelque chose de différent s'est produit. Je conduisais comme d'habitude, m'approchant du kilomètre 82 avec l'attention habituelle. Mais cette fois, quand je suis arrivé au point où je la voyais toujours, elle n'était pas là. Le soulagement que j'ai ressenti était indescriptible. Peut-être que c'était enfin fini. Peut-être que ce que cette femme était avait trouvé la paix ou simplement était partie. Ce sentiment de soulagement a duré exactement 5 minutes. J'ai entendu un bruit. Un tap-tap-tap comme quelqu'un frappant du verre. Cela venait de la porte du bus. J'ai regardé dans le rétroviseur latéral. Il n'y avait personne dehors. Nous étions au milieu de la route voyageant à 100 km à l'heure. Mais le bruit continuait. Tap, tap, tap. Une de mes passagers, une jeune femme, m'a demandé « Tu entends ça? Quelqu'un frappe ?» Donc ce n'était pas mon imagination. D'autres l'entendaient aussi. Le son s'est intensifié. Tap, 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 tap. Plus fort, plus insistant. Et puis, entre un tap et un autre, j'ai entendu quelque chose d'autre. Une voix, à peine un murmure, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Fais-moi entrer ». La température à l'intérieur du bus a chuté drastiquement. Je pouvais voir ma respiration, les passagers ont commencé à se plaindre du froid. J'ai monté le chauffage au maximum, mais cela ne servait à rien. « Fais-moi entrer, Marcos ». Elle connaissait mon nom, cette chose savait mon nom. « Fais-moi entrer, et tout sera fini ». Les lumières du bus ont commencé à clignoter. Le moteur a toussé, menaçant de s'éteindre. J'ai agrippé le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je ne pouvais pas laisser le bus s'arrêter. Si nous nous arrêtions, si cette chose entrait, j'ai accéléré autant que j'osais. La limite de vitesse était de 100, mais j'ai poussé le bus jusqu'à 120. Les passagers se sont plaints, mais cela ne m'importait pas. Je devais juste sortir de ce tronçon de route. Le tapotement a continué pendant 10 km complets. 10 km de tap-tap-tap, et cette voix murmurant mon nom. Puis, soudain, cela s'est arrêté. La température est revenue à la normale. Les lumières se sont stabilisées. Le silence est revenu. J'ai regardé dans tous les miroirs. Il n'y avait rien. Nous étions seuls sur la route sombre. Quand je suis arrivé à Salamanque ce soir-là, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine écrire le rapport. Un des passagers s'est approché avant de descendre. « Qu'est-ce que c'était ?» a-t-il demandé. « Ce froid, ces coups, je ne sais pas, ai-je menti. Peut-être un problème électrique. » Il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux.
Mais il a hoché la tête et est parti. Après cette nuit-là, j'ai demandé quelques jours de congé. J'ai dit à mon patron que je ne me sentais pas bien, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Je ne dormais pas bien. J'avais des cauchemars constants avec cette femme en blanc, avec son sourire et ses yeux qui ne clignaient pas. Laura était inquiète. Elle m'a suggéré de voir un médecin, peut-être un psychologue. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de repos. Pendant ces jours de congé, j'ai fait des recherches. J'ai cherché sur Internet des nouvelles d'accidents sur ce tronçon de l'A6. J'en ai trouvé plusieurs. La route avait un long historique d'accidents. Mais une nouvelle en particulier a attiré mon attention. Elle datait de 1987. Une femme de 32 ans nommée Elena Montero avait perdu la vie dans un accident au kilomètre 82 de l'A6. Selon l'article, elle attendait de l'aide après que sa voiture soit tombée en panne lorsqu'elle a été percutée par un conducteur qui a pris la fuite. On n'a jamais retrouvé le responsable. Elle était décrite comme une femme aux longs cheveux bruns qui, ce soir-là, portait un chemisier blanc. L'article comprenait une photo floue d'archives. Quand je l'ai vue, mon cœur a presque cessé de battre. C'était elle. Sans aucun doute, c'était la femme que j'avais vue sur la route. Je continuais mes recherches. J'ai découvert que plusieurs conducteurs au fil des ans avaient signalé des apparitions d'une femme en blanc sur ce tronçon. Certains se sont arrêtés pour l'aider et affirmaient qu'elle avait disparu devant leurs yeux. D'autres ont dit l'avoir vue, mais quand ils sont revenus sur les lieux, il n'y avait personne. Et il y avait quelques rapports troublants de conducteurs affirmant que la femme était montée dans leur véhicule puis avait disparu, laissant le siège mouillé. Exactement comme Paco me l'avait raconté. Quand je suis retourné au travail une semaine plus tard, j'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'un changement de route. J'ai inventé une excuse sur le fait de vouloir des horaires diurnes pour passer plus de temps avec ma famille. Il n'était pas content, mais a finalement accepté. On m'a assigné la route Madrid-Valladolid qui partait à 6 heures du matin. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'en changeant de route, je pourrais laisser tout ça derrière moi. J'avais tort. Une nuit, 2 semaines après avoir changé de route, Laura m'a réveillé. Il était 3 heures du matin. Marcos, il y a quelqu'un dehors. Quoi ? Dehors, dans la rue, il y a une femme qui se tient devant notre maison. Je me suis levé du lit avec le cœur battant. Nous vivions dans un quartier résidentiel calme. Voir quelqu'un dehors à 3 heures du matin était déjà étrange. Mais quelque chose dans le ton de Laura m'a mis en alerte. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Sous la lumière des lampadaires, j'ai vu une silhouette. Une femme avec une robe blanche et de longs cheveux foncés. Elle se tenait sur le trottoir devant notre maison, regardant directement vers notre fenêtre. C'était elle. « Tu la connais ?» demanda Laura. Je ne pouvais pas répondre. Je restais paralysé, à la regarder. Elle sourit. Ce même petit sourire troublant que j'avais vu sur la route. « Je vais appeler la police », dit Laura, atteignant son téléphone. « Non », réussis-je à dire. « Elle ne viendra pas à temps. »« Quoi ? Marcos, que se passe-t-il ? Qui est cette femme ?» Avant que je puisse répondre, la femme commença à marcher. Elle s'approcha lentement de notre porte d'entrée. Je pouvais entendre ses pas dans le silence de la nuit. Tap, tap, tap. Puis nous entendîmes le bruit de la porte d'entrée. Pas celui de quelqu'un qui frappe, mais de la poignée qui tourne. Elle essayait d'entrer. Laura a crié. J'ai couru dans les escaliers, attrapant la batte de baseball que nous gardions dans le placard du couloir. J'ai atteint la porte juste au moment où la poignée cessait de bouger. Tout est resté silencieux. J'ai attendu 5 minutes complètes avant d'oser regarder par le Judas. La rue était vide. Il n'y avait personne. Mais quand j'ai ouvert la porte pour m'en assurer, j'ai trouvé quelque chose sur le seuil. C'était une petite tache d'eau, comme si quelqu'un en vêtements mouillés avait été debout là. Et l'odeur, cette odeur de terre humide et de décomposition que Paco avait décrite. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Laura a insisté pour que je lui raconte tout. Je lui ai parlé de la femme sur la route, des recherches que j'avais faites, d'Elena Montero. Au début, elle ne m'a pas cru. Elle a pensé que j'avais une sorte de crise nerveuse. Mais elle avait vu la femme de ses propres yeux. Elle avait entendu la poignée tourner. Le lendemain matin, j'ai appelé Paco. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Il est venu chez toi », dit-il d'une voix sombre. « C'est mauvais, Marcos. Très mauvais. Cela signifie qu'il ne te laissera pas en paix juste parce que tu as changé de route. Que veut-il de moi ? Je ne sais pas. Mais tu dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Que puis-je faire ? Parle à quelqu'un qui s'y connaît. Un prêtre, un médium, quelqu'un. Je ne suis pas religieux. Je ne l'ai jamais été. Mais j'étais désespéré. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un prêtre à Madrid qui avait soi-disant de l'expérience avec des cas paranormaux, le père Esteban.
Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation. Il a écouté en silence, sans interrompre. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. Ce que tu décris est un esprit tourmenté. Elena Montero est morte de manière violente et inattendue. Le conducteur qui l'a renversée n'a jamais été retrouvé. Il n'y a jamais eu de justice. Cela la maintient attachée à cet endroit, à ce moment. Pourquoi me poursuit-elle? Je n'ai rien à voir avec sa mort. Peut-être te voit-elle comme quelqu'un qui peut l'aider, ou peut-être que tu ressembles simplement à l'homme qui l'a tué. Les esprits ne sont pas toujours rationnels, surtout ceux qui ont été piégés pendant des décennies. Comment faire pour qu'elle me laisse en paix? Tu dois l'aider à trouver la paix. Elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qui lui est arrivé, que quelqu'un se souvienne. Va à l'endroit où elle est morte. Apporte des fleurs. Prie pour elle. Reconnais sa douleur et son injustice. Parfois, c'est suffisant. Cela semblait simple, peut-être trop simple. Mais je n'avais pas d'autres options. Cet après-midi-là, j'ai acheté des fleurs blanches. J'ai conduit ma voiture personnelle jusqu'au kilomètre 82 de la 6. C'était la première fois que je revenais à cet endroit depuis que j'avais changé de route. Le soleil était encore haut dans le ciel, mais j'ai quand même ressenti un frisson en m'approchant. Je me suis arrêté sur le bas-côté, exactement là où je l'avais vu tant de fois. Je suis sorti de la voiture avec les fleurs à la main. La circulation passait à mes côtés, indifférente. Je me suis agenouillé sur la terre du bas-côté et j'ai déposé les fleurs. Puis, me sentant un peu ridicule mais désespéré, j'ai parlé à voix haute. « Elena Montero, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je suis désolé que personne n'ait payé pour ta mort. Je suis désolé qu'on t'ait laissé ici seul. Je ne t'oublie pas. Personne ne t'oublie. » Le vent a soufflé, agitant les fleurs. Il ne s'est rien passé d'autre. Je suis resté là 10 minutes, attendant quelque chose. Un signe, une présence, n'importe quoi. Mais il n'y avait que moi, le vent et le bruit constant de la circulation. Finalement, je me suis levé et je suis retourné à ma voiture. En conduisant de retour chez moi, je me sentais stupide. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'un fantôme me remercie? Que tout se résolve magiquement? Cette nuit-là, Laura et moi sommes restés éveillés jusqu'à tard, parlant de déménagement, de changement de travail, de recommencer ailleurs. Nous envisagions sérieusement de quitter Madrid. Vers minuit, Laura s'est endormie sur le canapé. Je suis resté éveillé, incapable de fermer les yeux. Puis j'ai entendu quelque chose. Des pas, doux, lents. Ils venèrent de l'étage supérieur. J'ai saisi la batte de baseball et monté les escaliers avec le cœur au bord des lèvres. La porte de notre chambre était ouverte, bien que j'étais sûr de l'avoir fermée. Je suis entré lentement. Elle était là, debout près de la fenêtre, regardant vers la rue. À la lumière de la lune qui pénétrait par la fenêtre, je pouvais la voir plus clairement que jamais. Sa robe était déchirée et tachée. Sa peau avait une teinte grisâtre, maladive. Et quand elle s'est tournée pour me regarder, j'ai vu que ses yeux étaient vides. Il n'y avait pas de pupille, juste du blanc. Elle a ouvert la bouche pour parler. Sa voix était un murmure rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisé depuis des décennies. « Merci. » J'ai cligné des yeux, surpris. « Quoi? Merci de te souvenir. Pour les fleurs, pour reconnaître. Elena, je suis ici depuis si longtemps. Si seul, si en colère. L'homme qui m'a tué, ils ne l'ont jamais trouvé. Il n'y a jamais eu de justice. Et chaque année qui passait, je devenais plus amer, plus perdu. Ses yeux vides me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Je t'ai vu dans ton bus, nuit après nuit. J'ai vu ta gentillesse avec les passagers. J'ai vu que tu étais bon. Et j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'écouter, que peut-être tu te souviendrais que j'ai existé. Je suis désolé, dis-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Ce n'était pas ta faute, mais merci. Personne n'avait dit ça avant. Elle a commencé à s'estomper, devenant plus transparente. « Tu vas partir maintenant ?» demandai-je. « Je vais essayer. Après tant de temps, je ne sais pas si je peux. Mais je vais essayer. Merci Marcos. Merci de me voir, de reconnaître que j'ai existé, que j'ai compté. » Et puis elle a disparu. Elle a simplement cessé d'être là. La pièce s'est immédiatement sentie plus chaude, plus légère. Le poids oppressant que je ne réalisais pas que je portais s'est enfin levé. Je ne l'ai plus revu après cette nuit-là. Des semaines ont passé, puis des mois. J'ai de nouveau conduit la route Madrid-Salamanca, bien que maintenant en horaire diurne. Chaque fois que je passe par le kilomètre 82, je regarde vers le bas-côté.
Les fleurs que j'avais laissées ont depuis longtemps disparu, emportées par le vent et la pluie. Mais parfois, juste parfois, je laisse de nouvelles fleurs. Non par peur, mais par respect, parce qu'Elena Montero a existé. Elle a eu une vie, elle a eu des rêves, elle a eu une mort injuste. Et bien que le conducteur qui l'a tuée n'ait jamais été retrouvé, bien qu'il n'y ait jamais eu de justice légale, au moins maintenant quelqu'un se souvient. Quelqu'un s'arrête et reconnaît qu'elle a été ici. Je ne sais pas s'il a vraiment trouvé la paix. Je ne sais pas s'il a pu quitter ce monde et passer au suivant. Mais depuis cette nuit dans ma chambre, je n'ai plus eu d'autres rencontres. Plus de coups à la porte du bus. Plus de silhouettes blanches dans l'obscurité. Parfois, je me demande si tout cela était réel ou si j'ai eu une sorte d'épisode psychotique prolongé. Mais Laura l'a aussi vu. Paco m'avait raconté des histoires similaires des décennies auparavant. Et ces fleurs que j'ai laissées sur le bord de la route. Quand je suis revenu sur les lieux quelques jours plus tard, j'ai découvert que quelqu'un avait ajouté d'autres fleurs. Des fleurs fraîches que je n'avais pas mises. Peut-être était-ce un membre de la famille d'Elena qui visite aussi l'endroit. Ou peut-être était-ce autre chose. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je conduis ces routes avec plus de respect. Plus conscient que chaque kilomètre a son histoire, chaque virage ses secrets. Et que parfois, les morts ont juste besoin d'être rappelés. Et là se termine le témoignage de Marcos. Il m'a dit qu'il conduit encore cette route et que chaque fois qu'il passe par ce kilomètre spécifique, il ressent quelque chose. Pas de peur, mais une sorte de reconnaissance silencieuse. Si jamais tu as vu quelque chose d'inexplicable sur une route, ou si tu travailles de nuit et as eu des rencontres étranges, partage-le dans les commentaires. Parfois, ces expériences nous rappellent que le monde est plus complexe et mystérieux que ce que nous pensons. Merci d'avoir écouté, et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Bon voyage, et souviens-toi, parfois, ce que tu vois sur la route n'est pas toujours ce qu'il semble. Prends soin de toi. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une auditrice d'Argentine qui m'a laissé sans voix. Elle m'a demandé de l'appeler Carla, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Si jamais vous avez vécu quelque chose qui défie toute logique, je vous invite à le partager dans les commentaires ou à me l'envoyer. On ne sait jamais qui d'autre peut traverser quelque chose de similaire et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Ce que Carla a vécu en 2019 a commencé comme un simple service à une voisine âgée et l'a entraînée dans un monde dont elle n'aurait jamais pensé pouvoir s'échapper. Voici son histoire. Je m'appelle Carla. J'ai 28 ans et je vis dans un quartier tranquille en périphérie de Buenos Aires. Je travaille comme graphiste à domicile, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées dans mon appartement, seul avec mon ordinateur et ma chatte Luna. C'est une vie solitaire parfois, mais j'aime le calme. Ou du moins, j'aimais avant de rencontrer Madame Esther. Doña Esther a déménagé dans l'appartement d'à côté en mars 2019. C'était une femme d'environ 70 ans, menue, avec des cheveux blancs toujours relevés en un chignon parfait et des mains pleines de bagues anciennes qui tintaient lorsqu'elle bougeait. Dès le premier jour, j'ai bien aimé. Elle avait cette chaleur de grand-mère qui te fait sentir aimé même quand tu ne la connais à peine. Nous avons commencé à prendre du mat ensemble les dimanches après-midi. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse à Corrientes, de comment elle avait élevé seule 4 enfants après que son mari soit mort dans un accident, des remèdes maison que sa mère lui avait appris pour toutes sortes de maux. Je lui parlais de mes projets de design de ma chatte, des séries que je regardais. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Un dimanche de juillet, j'ai remarqué que Doña Esther était plus silencieuse que d'habitude. Elle regardait son mat sans le boire, avec une expression préoccupée que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Tout va bien, Doña Esther ?» ai-je demandé. Elle a mis un moment à répondre. « Carla, ma chérie, crois-tu en des choses étranges ?»« Étranges comment ?»« Des choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Des choses de l'au-delà. » Je haussais les épaules. Je n'avais jamais été particulièrement superstitieuse, mais je n'étais pas non plus de celles qui nient tout catégoriquement. Je suppose qu'il y a des choses dans le monde que nous ne comprenons pas encore. Doña Esther hocha lentement la tête comme si ma réponse était suffisante. J'ai besoin de te demander une faveur. C'est important. Et je sais que cela va te sembler étrange, mais j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Bien sûr, dites-moi. J'ai besoin que tu m'accompagnes à un endroit ce soir, à minuit spécifiquement.
Quelque chose dans son ton m'a rendue nerveuse. Où ça? Au cimetière de Chacarita. J'ai besoin de récupérer quelque chose. Le cimetière de Chacarita est immense, l'un des plus grands de Buenos Aires. Et l'idée d'y aller à minuit me semblait, au mieux, inquiétante. Doña Esther, pourquoi à minuit? Ne peut-elle pas y aller pendant la journée? Elle secoua la tête. Ça doit être à minuit. C'est la seule heure où je peux le faire. Et je ne peux pas y aller seul. J'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Quelqu'un de jeune. Quelqu'un avec une forte énergie. Elle prit ma main. Ses doigts étaient froids. S'il te plaît, Carla. C'est très important. C'est la dernière fois que je vais te demander quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un désespoir que je ne pouvais ignorer. Contre tout mon bon sens, j'ai accepté. Cette nuit-là, à 11h30, Madame Esther frappa à ma porte. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds et portait un sac en tissu noir également. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons pris un taxi jusqu'à Chacarita. Le conducteur nous a regardés d'un air étrange lorsque nous avons demandé à être déposés à l'entrée du cimetière à cette heure-là, mais l'argent a convaincu sa curiosité. Il nous a laissés à la porte principale qui était évidemment fermée. « Comment allons-nous entrer ?» ai-je demandé. Madame Esther a pointé vers un côté. « Il y a un trou dans la grille par là-bas. Les gamins l'utilisent parfois. Je l'ai utilisé il y a de nombreuses années. » En effet, à une 50aine de mètres, il y avait une section de la grille où les barres étaient suffisamment espacées pour qu'une personne mince puisse passer. Madame Esther est passée la première avec une agilité surprenante pour son âge. Je l'ai suivie, sentant le métal froid rayer ma veste. À l'intérieur, le cimetière était un labyrinthe de monuments, de tombes et de mausolées qui s'étendaient dans toutes les directions. La lumière de la pleine lune illuminait les statues d'anges et de vierges, créant des ombres allongées qui semblaient bouger quand on ne les regardait pas directement. Le silence était absolu, rompu seulement par le craquement de nos pas sur le chemin de gravier. « Où allons-nous exactement ?» murmurai-je. Je ne sais pas pourquoi je murmurais, mais parler à voix normale dans cet endroit semblait une profanation. Au vieux secteur, à la tombe de ma mère. Nous avons marché pendant ce qui sembla des heures, mais qui n'étaient probablement que 20 minutes. Doña Esther se déplaçait avec assurance, connaissant chaque tournant, chaque chemin. Elle s'est finalement arrêtée devant une vieille tombe, avec une pierre tombale en marbre gris presque complètement couverte de lichen. Je pouvais à peine lire « Ici repose Marta Galíndez de Rojas, 1920-1995 ». Doña Esther s'est agenouillée devant la tombe et a sorti des choses de son sac. Des bougies noires, un petit couteau avec un manche en os, une bouteille contenant un liquide sombre et quelque chose enveloppé dans un tissu rouge que je n'ai pas pu identifier. Mon estomac se retourna. Ce n'était pas juste une visite sentimentale à la tombe de sa mère. « Doña Esther, que faites-vous » Elle ne répondit pas. Elle commença à allumer les bougies et à les placer en cercle autour de la tombe. Puis elle déballa le tissu rouge. À l'intérieur se trouvait une vieille poupée, faite de chiffon, avec des boutons noirs pour yeux et des cheveux humains cousus sur la tête. Cela me donna des frissons. « J'ai besoin que tu te mettes là, dit-elle, en désignant un point précis derrière la pierre tombale. Et ne bouge pas, peu importe ce que tu vois ou entends. Tu comprends ? Doña Esther, je ne sais pas si... Carla. Sa voix était ferme maintenant, avec une dureté que je ne lui avais jamais entendue. J'ai besoin de toi ici. Nous sommes déjà là. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Elle avait raison. Nous étions déjà à l'intérieur du cimetière, à minuit, entourés de tombes. Partir seul me semblait aussi terrifiant que de rester. Je me suis arrêté là où elle m'a indiqué. Doña Esther a commencé à réciter quelque chose à voix basse. Ce n'était pas de l'espagnol. Ça ressemblait au guarani, peut-être, ou à une langue indigène que je ne reconnaissais pas. Pendant qu'elle récitait, elle versait le liquide sombre de la bouteille sur le poignet. L'odeur qui s'en dégageait était nauséabonde. Du vieux sang, de la terre pourrie, quelque chose de sucré et de malsain. Les bougies ont commencé à clignoter bien qu'il n'y ait pas de vent. La température a chuté brusquement. Je pouvais voir ma respiration former des nuages blancs dans l'air. Je voulais dire quelque chose, bouger, mais je me suis rappelé ces instructions. Ne bouge pas, peu importe ce que tu vois. Et alors je l'ai vu. Derrière Madame Esther, entre deux mausolées, quelque chose bougea. Au début, je pensais que c'était une ombre, mais ensuite cela prit forme. C'était une figure humaine, ou quelque chose qui avait été humain. Grande, décharnée, avec des vêtements qui semblaient d'une autre époque.
Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je sentais qu'elle me regardait. D'autres figures apparurent derrière la première. 5, 10, 20, toutes émergeant des tombes, toutes s'approchant lentement du cercle de bougies. Doña Esther continuait son chant, indifférente aux présences. Elle prit le couteau et se fit une entaille dans la paume de la main. Le sang goûta sur le poignet. Les figures s'arrêtèrent au bord du cercle de bougies, comme si une barrière invisible les empêchait d'avancer. Le chant de Doña Esther devint plus intense. Elle leva le poignet vers le ciel et cria quelque chose dans cette langue étrange. Les bougies s'éteignirent toutes en même temps. L'obscurité fut totale pendant une seconde qui parut éternelle. Quand mes yeux s'habituèrent à la lumière de la lune, les figures avaient disparu. Doña Esther était debout, rangeant le poignet, maintenant taché de sang et de ce liquide sombre, dans le sac. Elle s'enroula la main avec un mouchoir. « Prêt », dit-elle simplement. « Nous pouvons y aller. » Nous marchâmes de retour à l'entrée en silence complet. Je tremblais, bien que je ne sache pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Quand nous sortîmes enfin du cimetière et trouvâmes un autre taxi, j'osai parler. « Qu'est-ce que c'était tout ça ?» Doña Esther me regarda avec une expression fatiguée. Un service que je devais à ma mère, un service qu'elle m'a demandé avant de mourir. Ces choses que j'ai vues, ces figures. Les morts sont toujours proches, Carla. C'est juste que la plupart des gens ne peuvent pas les voir. Ce soir, à cet endroit, à cette heure, le voile entre les mondes est plus mince. C'est pourquoi cela devait être à minuit. Et la poupée ? Un travail que ma mère a laissé inachevé. Maintenant, c'est terminé. Il n'était pas nécessaire que je pose plus de questions. L'expression sur son visage laissait clairement entendre que je n'obtiendrais pas plus de réponses. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces figures émerger des tombes. J'entendais ce chant dans une langue étrangère. Je sentais ce mélange nauséabond de sang et de terre. Les jours suivants étaient normaux en surface. Je continuais mon travail. Madame Esther continuait à prendre du mat avec moi le dimanche comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne remarquais pas auparavant. Des ombres qui se déplacèrent dans les coins de mon appartement quand je ne les regardais pas directement. Des murmures à peine audibles quand j'étais seul. La sensation constante d'être observé. Luna, ma chatte, a commencé à se comporter étrangement. Elle restait à regarder des coins vides, hérissait son dos et crachait dans le vide. Certaines nuits, elle refusait catégoriquement d'entrer dans ma chambre. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, que l'expérience au cimetière m'avait rendu paranoïaque. Mais au fond, je savais que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, à Chacarita avait ouvert quelque chose en moi, une perception qui était auparavant fermée. 2 semaines après l'incident au cimetière, Madame Esther est venue frapper à ma porte à 3 heures du matin. Elle frappait avec insistance. Quand j'ai ouvert, son visage était pâle, ses mains tremblaient. « J'ai besoin de ton aide encore une fois », dit-elle sans préambule. Quelque chose a mal tourné. Que s'est-il passé ? La poupée. Le travail n'a pas été scellé correctement. Quelque chose s'est réveillé et maintenant c'est libre. Je sentais que le sang me gelait. Que signifie quelque chose est lâche ? Ça signifie que l'une des choses que j'ai appelées cette nuit-là n'est pas partie. Elle est restée ici, dans ce monde, et elle cherche un corps à habiter. Je pensais aux ombres que j'avais vues, aux chuchotements, au comportement de Luna. Elle est dans mon appartement, n'est-ce pas ? Doña Esther hocha la tête. Je suis vraiment désolé, Carla. Je n'aurais pas dû t'impliquer. Mais maintenant, je dois régler ça avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne te prenne. Me prendre, te posséder, utiliser ton corps comme véhicule dans ce monde. Tu es jeune, tu es forte, tu es exactement ce que je chercherais. La panique m'envahit. Que faisons-nous ? Nous devons faire un autre rituel, mais cette fois, cela doit être dans ton appartement, à l'endroit où se trouve l'entité. Et cela doit être maintenant, avant qu'elle ne s'enracine davantage. Nous sommes entrés dans mon appartement. Effectivement, l'ambiance était lourde, chargée. L'air était dense et difficile à respirer. Les ombres dans les coins semblaient plus sombres que d'habitude, comme si elles absorbaient à la lumière au lieu d'être simplement une absence de celle-ci. Doña Esther sortit de sa poche un vieux rosaire et un petit sachet de sel gros. « J'ai besoin que tu m'aides à faire un cercle de sel autour de ton lit. C'est là que c'est le plus fort. Il peut sentir ton énergie quand tu dors, quand tu es vulnérable. » Nous avons travaillé rapidement.
versant des lignes de sel qui ont formé un cercle parfait autour de mon lit. Doña Esther a placé des bougies à des points spécifiques et a commencé à prier. Ce n'étaient pas des prières catholiques et traditionnelles. C'étaient des mélanges étranges de latin, guarani et espagnol, des invocations à des saints que je ne reconnaissais pas et des forces que je ne voulais pas connaître. Alors qu'elle priait, quelque chose dans la pièce a changé. L'air est devenu encore plus froid. Les bougies ont commencé à vaciller violemment. Et puis je l'ai vue clairement. Une silhouette sombre, plus définie que les ombres que j'avais vues auparavant. Elle se tenait dans le coin de ma chambre, me regardant avec des yeux qui brillaient d'une lumière propre. Ce n'était pas une ère humaine. Peut-être l'avait-elle été un jour, mais ce n'était plus le cas. C'était quelque chose de tordu, de corrompu, de vorace. Et elle me voulait. La silhouette commença à s'approcher, mais lorsqu'elle tenta de franchir le cercle de sel, elle recula comme si cela l'avait brûlée. Doña Esther leva la voix. Ses prières se transformèrent en cris, des ordres dans cette langue ancienne. La créature se tordait, résistant. « Carla !» cria Doña Esther. « J'ai besoin que tu m'aides. Tu dois lui ordonner de partir. C'est ta maison, ton espace. Tu as le pouvoir ici. Que dois-je dire ? Ce qui te vient du cœur. Mais cela doit être ferme. Il ne doit y avoir aucun doute dans ta voix. » Je respirais profondément, rassemblant tout mon courage. « Je ne te veux pas ici, dis-je. » Ma voix tremblait, mais j'essayais de sonner ferme. « C'est ma maison, c'est mon espace. Tu n'as pas le droit d'être ici. Je t'ordonne de partir. » La créature me regarda. Pendant un instant, je ressentis sa faim, son besoin d'exister dans ce monde, son désespoir. J'eus presque de la peine. Presque. « Va-t'en !» criai-je plus fort. « Tu n'appartiens pas à ce monde. Retourne à l'endroit d'où tu viens. » Doña Esther joignit sa voix à la mienne, toutes deux criant des ordres, des prières, des commandements. La créature commença à se brouiller, à perdre sa forme. Elle émit un son que je n'oublierai jamais, un gémissement aigu, douloureux, plein de frustration et de colère. Et puis, comme de la fumée se dissipant, elle disparut. Les bougies se sont stabilisées. L'air est redevenu respirable. Le poids oppressant que j'avais ressenti dans mon appartement pendant des semaines s'est enfin levé. Doña Esther s'est laissée tomber au sol, épuisée. « Il est parti », murmura-t-elle. « Dieu merci, il est parti. » Je me suis assise à côté d'elle, tremblant de soulagement et de fatigue. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi ce travail au cimetière a-t-il libéré quelque chose comme ça ? Doña Esther mit un moment à répondre. Ma mère était Santera, Carla. Elle travaillait avec les esprits, avec des forces que la plupart des gens ne comprennent pas. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que je terminerais un travail qu'elle avait commencé, libérer une femme d'une malédiction. Cette poupée faisait partie du rituel. Mais pour briser une malédiction aussi ancienne, aussi enracinée, il faut payer un prix. Il faut ouvrir des portes, appeler des forces qui peuvent t'aider. Et parfois, quand tu ouvres ces portes, des choses non invitées entrent. Tu m'as utilisé, dis-je, sans rancœur, mais avec tristesse. Tu savais que quelque chose pouvait arriver et tu m'as emmené quand même. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, je suis vraiment désolé. J'avais besoin d'énergie jeune pour que le rituel fonctionne et j'avais aussi besoin d'un possible réceptacle, au cas où quelque chose tournerait mal. Je pensais pouvoir le contrôler, que je pourrais te protéger. Mais je me suis trompé. J'aurais dû me fâcher. J'aurais dû lui crier dessus, la mettre à la porte de ma maison. Mais je ressentais juste une profonde fatigue. Au moins, ça a fonctionné, le travail de sa mère. Oui, la femme est enfin libre. Après 30 ans de souffrance, elle est enfin libre. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment. Luna est finalement sortie de l'endroit où elle s'était cachée et s'est blottie sur mes genoux, ronronnant. C'était la première fois en semaine qu'elle s'approchait de moi sans peur. Doña Esther est partie à l'aube. Elle m'a demandé pardon une fois de plus avant de partir. Je lui ai dit que je la comprenais, même si je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Elle a tenu une promesse à sa mère mourante. Qui étais-je pour juger le prix qu'elle considérait acceptable de payer ? Les jours suivants furent étranges. Mon appartement a de nouveau semblé normal, mais j'avais changé. Cette sensibilité qui s'était éveillée en moi la nuit du cimetière n'a pas disparu. Je voyais encore des ombres occasionnelles. J'entendais des chuchotements. Mais maintenant, je comprenais que toutes n'étaient pas des menaces. Certaines étaient juste des présences. Échos de personnes qui avaient été là avant. Mémoires imprégnées dans les murs. J'ai appris à vivre avec ça.
à fermer mon esprit quand j'avais besoin de repos, à ouvrir ma perception quand je me sentais assez forte. Doña Esther m'a appris quelques protections de base, comment utiliser du sel, comment prier certaines prières, comment maintenir mon espace propre énergétiquement. Nous continuons à prendre du mat les dimanches pendant quelques mois de plus. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit à Chacarita ou de la créature dans ma chambre. C'était un accord tacite. Ce qui s'est passé, c'est passé. L'important était que nous avions toutes les deux survécu. En décembre de cette année-là, Madame Esther m'a dit qu'elle déménagerait pour vivre avec l'une de ses filles à Cordoba. Elle a dit qu'elle avait déjà rempli tous ses engagements à Buenos Aires, qu'il était temps de se reposer. Le jour où elle est partie, elle m'a offert le chapelet qu'elle avait utilisé pour expulser la créature de ma maison. « Tiens-le près de toi », m'a-t-elle dit. « On ne sait jamais quand tu vas avoir besoin de protection. Maintenant que tu peux voir ce que les autres ne voient pas, tu dois être prudente. Il y a des choses là-dehors qui remarqueront que tu peux les percevoir. Un dernier conseil ? Ai-je demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Oui, si jamais quelqu'un te demande de les accompagner à un cimetière à minuit, dis non. Nous avons toutes les deux ri, bien que le rire ait eu une tonalité amère. Maintenant, 2 ans plus tard, je vis toujours dans le même appartement. Luna va bien, plus vieille et un peu plus ronde, mais elle va bien. Mon travail est resté le même. Ma vie en surface est complètement normale. Mais je porte toujours le chapelet de Doña Esther avec moi. Et j'ai appris qu'il existe un monde parallèle au nôtre, rempli de choses que la plupart des gens ne verront jamais ni ne comprendront. Parfois, je me demande qui était cette femme que Doña Esther a libérée de la malédiction. Qui était-elle ? Qu'avait-elle fait pour mériter 30 ans de souffrance ? Le prix que nous payons pour la libérer en vaut-il la peine ? Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a des forces dans ce monde qui vont au-delà de notre compréhension. Des forces que nos grands-mères connaissaient, que les santeras et les guérisseuses ont travaillées pendant des générations. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature. Elles font simplement partie de la réalité, une couche qui existe juste en dessous de ce que nous considérons comme normal. Je sais que je dois vivre avec cette perception maintenant. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce que j'ai vu. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre les murmures. Tout ce que je peux faire, c'est apprendre, me protéger et respecter les forces que je ne comprends pas. Doña Esther m'appelle de temps en temps depuis Cordoba. Nous parlons de choses mondaines, le temps, sa famille, mes projets de travail. Nous ne mentionnons jamais ce qui s'est passé, mais nous savons toutes les deux. Nous portons toutes les deux les cicatrices de ces nuits, visibles seulement pour ceux qui savent tout regarder. Parfois, dans les petites heures du matin quand je ne peux pas dormir, je regarde les coins de ma chambre et je vois des ombres qui bougent. Elles ne me font plus peur. J'ai appris à distinguer entre le dangereux et l'inoffensif. J'ai appris que les morts ne sont pas toujours en paix, mais qu'ils ne sont pas toujours une menace non plus. Et j'ai appris que parfois, les faveurs les plus innocentes peuvent ouvrir des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, que la bonté peut avoir un prix inattendu, que les promesses faites aux morts peuvent faire peser des dettes sur les vivants. C'est mon histoire. Je la partage non pas comme un avertissement, car je sais que si quelqu'un te demande de l'aide, surtout quelqu'un de plus âgé en qui tu as confiance, il est difficile de dire non, mais comme un témoignage, comme preuve qu'il y a plus de choses dans le ciel et la terre que notre philosophie ne peut en rêver. Et si un jour tu vois des ombres se déplacer là où elles ne devraient pas, si tu entends des chuchotements quand tu es seul, ne suppose pas automatiquement que tu es fou. Peut-être, juste peut-être, le voile entre les mondes est devenu un peu plus mince pour toi aussi. Et dans ce cas, j'ai un bon chapelet. Apprends à te protéger. Et souviens-toi que tout ce qui n'est pas visible ne signifie pas que cela n'existe pas. C'est ce que Carla a partagé avec moi. Elle m'a écrit qu'elle vit maintenant en paix avec cette sensibilité qu'elle a développée, bien qu'elle ne cesse jamais de porter le rosaire de Doña Esther. Si tu as également vécu quelque chose après avoir aidé quelqu'un avec un rituel ou une cérémonie étrange, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Ces histoires nous rappellent qu'il y a des limites que nous ne devrions peut-être pas franchir, mais aussi que nous pouvons apprendre à vivre avec les conséquences une fois que nous les avons franchies. Merci d'avoir écouté, et si ces histoires t'accompagnent dans tes nuits, envisage de t'abonner pour plus de témoignages chaque semaine. Prends soin de toi et repose-toi bien.
Ce que je vais vous raconter maintenant m'a été envoyé par Carla, une abonnée qui travaille comme enseignante dans une zone rurale d'Argentine. Si vous avez déjà ressenti que quelque chose vous observe depuis la forêt, ou si vous avez vécu des phénomènes que la raison ne peut expliquer, partagez-le dans les commentaires. Cela m'aide beaucoup de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences. L'histoire de Carla a commencé lorsqu'elle a accepté un emploi dans une école isolée, dans un village si petit qu'il apparaît à peine sur les cartes. Ce qu'elle a découvert là-bas sur les traditions locales et sur quelque chose qui habite dans la forêt voisine l'a amenée à reconsidérer tout ce qu'elle croyait sur la réalité. Cela implique des enfants qui savent plus qu'ils ne le devraient, une présence ancienne et un prix que certains sont prêts à payer. J'ai accepté le poste à l'école rurale Negro 47 parce que j'avais besoin d'argent et parce que, honnêtement, je voulais m'éloigner de la ville pendant un certain temps. Je venais de terminer une relation difficile et l'idée de passer un an au milieu de nulle part me semblait parfaite. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'engageais. Le village s'appelait Villa del Silence, un nom que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Il était situé dans les montagnes, entouré de forêts denses de pins et de myrtes. La population ne comptait que 200 personnes, principalement des familles de personnes âgées et quelques travailleurs forestiers. L'école n'avait que 15 élèves, de la première à la 6e année, tous dans la même classe. Je suis arrivé en mars, au début de l'année scolaire. Le directeur, Don Osvaldo, était un homme d'une 60aine d'années qui était né et avait grandi dans le village. Il m'a accueilli avec gentillesse, mais avec une certaine réserve, comme s'il m'évaluait. La dernière maîtresse n'a duré que 3 mois, me dit-elle en me montrant le petit appartement attenant à l'école où je vivrais. Elle a dit qu'elle ne s'adaptait pas à la vie rurale. J'espère que tu auras plus de résistance. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'importance. J'avais fait des stages d'enseignement dans des endroits compliqués. Je pensais que je pouvais gérer cela. Les premiers jours furent normaux. Les enfants étaient silencieux, mais attentifs. La plupart venaient de familles modestes. Je pouvais voir dans leurs yeux ce mélange de curiosité et de méfiance que les enfants qui grandissent isolés ont. Il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement. C'était comme s'ils partageaient un secret, une compréhension silencieuse entre eux qui m'excluait. L'école était à la lisière du village, avec la forêt littéralement à 50 mètres de la cour arrière. Dès le premier jour, j'ai remarqué que les enfants ne jouaient jamais près de la ligne d'arbres. Ils restaient toujours au centre de la cour, comme s'il y avait une barrière invisible qu'ils ne devaient pas franchir. Un jour, pendant la récréation, une balle a roulé vers la forêt. Les enfants sont restés là, à la regarder. Personne ne s'est déplacé pour aller la chercher. Ils ne vont pas chercher la balle ? Ai-je demandé. Tous me regardèrent en silence. Finalement, Mathias, l'un des plus grands, parla. « On ne peut pas, mademoiselle. On n'entre pas dans la forêt. » Pourquoi pas ? Parce qu'elle ne veut pas. La façon dont il a dit « elle » m'a donné des frissons. Ce n'était pas « ma maman » ou la directrice. C'était « elle » avec une majuscule implicite, comme s'il parlait de quelqu'un que tout le monde connaissait et respectait. « Qui est elle ?» ai-je demandé. Les enfants échangèrent des regards. Puis, comme s'ils avaient pris une décision collective, tous se retournèrent et recommencèrent à jouer, ignorant complètement ma question. La balle resta là, au bord de la forêt, jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Cette nuit-là, j'ai demandé à Don Osvaldo qui était « elle ». Il se tendit immédiatement. « Les enfants ont de l'imagination », dit-il, évitant mon regard. « Des histoires que se racontent les familles, ne fais pas attention. Mais tout le monde semble y croire. Que croient-ils exactement ?» Elle soupira, se frottant le visage avec fatigue. « Regarde Carla, c'est un vieux village. Les gens ici ont des coutumes anciennes. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remettre en question. Tiens simplement les enfants éloignés de la forêt et tout ira bien. » Ce n'était pas une réponse satisfaisante, mais j'ai décidé de laisser passer, pour l'instant. Les semaines suivantes furent étranges. Les enfants étaient de bons élèves, mais il y avait des moments où ils restaient tous immobiles, comme s'ils entendaient quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. Ils regardaient vers la forêt avec des expressions que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la peur, c'était plus comme de la reconnaissance. Comme si quelque chose là-dehors leur parlait et qu'ils répondaient par un silence respectueux. Un après-midi d'avril, alors que je corrigeais des travaux dans mon appartement, j'entendis des chants. C'étaient des voix d'enfants venant de l'extérieur. Je regardais l'horloge.
Il était 11 heures du soir. Je sortis sur le balcon et vis quelque chose qui me glaça. Tous mes élèves étaient dans la cour de l'école, formant un cercle parfait. Ils étaient pieds nus, en pyjama, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Au centre du cercle, il y avait un panier rempli de fruits, de fleurs et de ce qui semblait être de petits jouets. Je suis descendu en courant. « Que faites-vous? Où sont vos parents ?» Ils ne m'ont pas entendu. Ils continuaient à chanter, les yeux fermés, se balançant doucement. Puis, depuis la forêt, j'ai entendu une réponse. C'était un chant aussi, mais différent, plus profond, plus ancien. Et cela se rapprochait. J'ai essayé de prendre l'un des enfants par le bras, mais c'était comme s'ils ne me ressentaient même pas. Ils étaient en transe, complètement indifférents à ma présence. La voix de la forêt se rapprochait de plus en plus. Je pouvais entendre des branches se briser, des feuilles bouger. Quelque chose de grand venait vers nous. Alors, aussi brusquement qu'ils avaient recommencé, les enfants ont cessé de chanter. Ils ont ouvert les yeux tous en même temps, m'ont regardé avec des expressions sereines et ont commencé à marcher silencieusement de retour chez eux, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté seul dans la cour avec le panier d'offrandes à mes pieds et le son de la forêt qui s'éteignait lentement. Le lendemain matin, j'ai confronté Don Osvaldo. Il était furieux que je ne sois pas au courant de cela. « Tu dois comprendre », m'a-t-il dit, cédant enfin. Cela se passe ainsi depuis des générations. Chaque pleine lune, les enfants font l'offrande. C'est parti d'un accord. Quel genre d'accord? Il s'est assis lourdement sur sa chaise. Il y a longtemps, avant ma naissance, ce village faisait face à des temps très difficiles. Des sécheresses, des maladies, de la famine. Les gens étaient désespérés. Alors, certains des anciens sont allés dans la forêt et ont établi un contact avec quelque chose qui vivait là depuis avant qu'il y ait un village. Tu parles de superstition. Vraiment? As-tu remarqué qu'ici, il n'y a jamais de sécheresse, que les récoltes sont toujours bonnes, que les enfants ne tombent jamais gravement malades? Il fit une pause. Il y a un prix pour cette protection. Les offrandes mensuelles en font partie. Et il y a des règles. Ne jamais entrer dans la forêt sans permission. Ne jamais chasser sur son territoire. Et jamais, au grand jamais, manquer une offrande. C'est de la folie. Peut-être, mais la dernière fois que quelqu'un a essayé de rompre l'accord, il y a environ 20 ans, 3 enfants ont disparu en une seule nuit. On les a retrouvés une semaine plus tard à la lisière de la forêt. Vivants, mais changés. Ils n'ont pas parlé pendant des mois. Et quand ils l'ont finalement fait, ils ne se souvenaient plus de leur nom. Ils ont dû tout réapprendre, comme s'ils étaient des bébés dans des corps d'enfants de 8 ans. Je sentis un frisson me parcourir. Et qu'est-ce que elle, exactement? Je ne sais pas. Personne ne le sait vraiment. Certains l'appellent la gardienne de la forêt. D'autres disent que c'est quelque chose de plus ancien, d'avant les conquistadors. Ce que je sais, c'est que c'est réel, et qu'elle tient sa part du marché tant que nous tenons la nôtre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais toujours aux enfants, à leurs chants, à cette présence qui venait de la forêt. Une partie de moi voulait fuir, prendre mes affaires et partir. Mais une autre partie, la partie curieuse et têtue qui m'avait toujours mis dans des ennuis, voulait comprendre. J'ai décidé d'enquêter. Je suis allé à la petite bibliothèque du village, plutôt une pièce dans la maison de Doña Marta, la femme la plus âgée de l'endroit. Elle avait été enseignante avant Don Osvaldo et connaissait toute l'histoire locale. Quand je lui ai demandé à propos de elle, ses yeux se sont assombris. « Alors tu l'as déjà découvert », a-t-elle dit. Je me demandais combien de temps tu mettrais. Elle m'a montré de vieux documents, des journaux des premiers habitants. Il parlait d'une femme de la forêt qui apparaissait en temps de besoin. Il disait qu'elle était grande, plus grande que n'importe quelle personne normale, avec des cheveux qui semblaient faits de branches et de feuilles. Ses yeux brillaient comme des braises dans l'obscurité, et quand elle parlait, sa voix sonnait comme le vent entre les arbres. Certains disent que c'est un esprit de la nature, a expliqué Doña Marta. D'autres croient que c'est quelque chose de plus sombre, un démon ou une sorcière ancestrale. Ce que je sais, c'est qu'elle est liée à cette terre, et que le pacte que nos ancêtres ont fait l'a aussi liée à nous. Que demande en échange de sa protection? Doña Marta ferma lentement le livre. Respect, offrande, et occasionnellement, quelque chose de plus. Que veux-tu dire par quelque chose de plus? Chaque génération, elle en choisit un.
Un garçon ou une fille qui montre une certaine sensibilité. Cette personne devient son lien avec le peuple. Ils peuvent l'entendre, ils peuvent lui parler. C'est un honneur, disent-ils. Mais c'est aussi un fardeau. Parce qu'une fois que tu es choisi, tu n'es jamais complètement libre. Tu auras toujours un pied dans son monde. Et si l'enfant refuse, personne ne refuse. Quand elle appelle, tu réponds. Ce n'est pas vraiment un choix. Je suis sorti de là avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Quoi que soit cette entité, elle était réelle pour les gens de ce village. Et son influence était absolue. Les jours suivants, j'ai observé mes élèves plus attentivement. Il y avait une fille en particulier, Lucia, âgée de 9 ans, qui semblait différente des autres. Elle était silencieuse, observatrice, et passait beaucoup de temps à regarder vers la forêt pendant les cours. Les autres enfants la traitaient avec un mélange de respect et de distance, comme s'ils savaient quelque chose à son sujet que j'ignorais. Un jour, je suis resté après les cours pour lui parler. « Lucia, puis-je te poser une question ?» Elle me regarda avec ses yeux sombres et profonds. « À propos d'elle, n'est-ce pas ?»« Oui, tu peux. L'écouter ?» Elle hocha lentement la tête. Je l'ai toujours écoutée, depuis que je suis très petite. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais ensuite ma grand-mère m'a dit que j'étais spéciale, qu'elle m'avait choisi. Pourquoi faire? Pour être sa voix. Quand elle a quelque chose à dire au peuple, elle me le dit à moi. Et je le dis aux adultes. Et que dit-elle? Récemment, il dit que quelque chose est en train de changer. Qu'il y a quelqu'un de nouveau qui ne comprend pas les règles. Que si cette personne n'apprend pas vite, il y aura des conséquences. Je me suis rendu compte avec un frisson qu'il parlait de moi. Que veut-il de moi? Il veut que tu comprennes que la forêt n'est pas à toi pour explorer, qu'il y a des limites que tu ne dois pas franchir, que le pacte est ancien et sacré, et que toi, en tant que maîtresse, tu as un rôle à jouer pour le maintenir. Je n'ai fait aucun pacte. En venant ici, en acceptant de prendre soin de nous, tu l'as fait. Tous ceux qui vivent à Villa del Silencio font partie de l'accord. Il n'y a pas d'exception. Cette nuit-là, j'ai décidé que je devais la voir par moi-même. J'avais besoin de comprendre ce qu'était vraiment cette chose qui avait tout un peuple sous son contrôle. J'ai attendu jusqu'à minuit. J'ai pris une lampe de poche et je suis allé vers la forêt. L'air a changé au moment où j'ai franchi la ligne des arbres. Il est devenu plus dense, plus froid. Le silence était absolu. Il n'y avait pas d'insectes, pas de vent. Juste mes pas crissant sur des feuilles sèches. J'ai marché pendant ce qui semblait des heures, bien que ma montre disait qu'il n'était passé que 10 minutes. La forêt était différente la nuit, presque vivante. Les arbres semblaient se pencher vers moi, m'observant. Les ombres se déplaçaient dans des formes qui ne correspondaient pas au mouvement de ma lampe de poche. Puis, je l'ai entendu. « Pourquoi es-tu venu ?» La voix venait de partout. Elle n'était ni forte ni menaçante, mais il y avait un poids en elle qui me faisait vouloir m'agenouiller. « Je veux comprendre, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Je veux savoir ce que tu es et ce que tu veux de ce village. » Il y eut un son semblable à un rire, mais ce n'était pas joyeux. C'était le son du vent entre les branches mortes. Les humains veulent toujours comprendre, comme si comprendre quelque chose leur donnait du pouvoir sur elle. Alors je l'ai vue. Elle est émergée des arbres, et mon esprit a lutté pour traiter ce que mes yeux voyaient. Elle était vaguement humanoïde, mais trop grande, trop mince. Sa peau avait la couleur et la texture de l'écorce d'arbre. Ses cheveux étaient littéralement des branches avec des feuilles qui bougeaient comme si elles avaient leur propre vie. Et ses yeux étaient profonds et verts, comme des puits d'eau couverts de mousse, et brillaient de leur propre lumière. « Que es-tu » murmurai-je. « Je suis celle qui était ici avant vous. Je suis celle qui sera ici après votre départ. Je suis la mémoire de cette forêt, la gardienne de ses secrets. Et le pacte. Il y a longtemps, quand les humains sont arrivés avec leurs haches et leurs feux, ils ont presque tout détruit. Mais certains, les sages parmi vous, ont demandé la permission. Ils ont offert du respect en échange de coexistence. Et j'ai accepté. Je protège votre peuple de la famine, de la maladie, des désastres. En échange, vous respectez la forêt, faites vos offrandes et me donnez accès à ceux qui ont le don. Accès? Qu'est-ce que cela signifie? Les enfants comme Lucia peuvent voir les deux mondes. Ils sont des ponts entre ta réalité et la mienne. À travers eux, je maintiens l'équilibre. Et quand leur temps viendra, ils choisiront. Ils peuvent rester dans votre monde ou ils peuvent traverser dans le mien.
et devenir quelque chose de plus. C'est comme les kidnapper. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce leur offrir un choix que aucun autre humain n'a? Lucia ressent déjà l'appel. Elle marche déjà dans deux mondes. Quand elle sera assez âgée, elle décidera par elle-même. Je reculais me sentant nauséeux. Je ne vais pas permettre que tu prennes mes élèves. La créature s'approcha, et bien qu'elle ne me touche pas, je ressentis le poids de sa présence comme une main serrant ma poitrine. Ce n'est pas toi qui permets ou ne permets pas. Tu es ici depuis à peine un mois, et tu crois pouvoir rompre un accord de 100 ans. Ton arrogance est typique de ton espèce. Alors je partirai, je démissionnerai, je quitterai le village. Tu peux partir quand tu veux, mais la fille reste. Le pacte continue. Et la prochaine maîtresse qui viendra apprendra ou fera face à des conséquences. Quelle sorte de conséquences? Au lieu de répondre, elle me montra quelque chose. Pas avec des mots, mais avec des images directement dans mon esprit. Je vis le village sans sa protection. Je vis des sécheresses dévastatrices, des récoltes ruinées, des enfants mourant de maladies que la médecine moderne ne pouvait pas guérir. Je vis le village devenir un endroit fantôme, abandonné, oublié. C'est le prix à payer pour rompre le pacte, dit-elle. Es-tu prête à le payer? Je tombais à genoux, accablé. Elle avait raison, je ne pouvais pas simplement détruire cela sans considérer les conséquences pour tout le monde qui vivait ici. Que veux-tu de moi alors? Demandai-je, vaincu. Du respect. Enseigne aux enfants comme cela a toujours été fait. Maintiens les traditions. Et quand viendra le moment où Lucia devra choisir, ne t'interfère pas, c'est tout. Je levai les yeux vers elle. Et si elle choisit de rester ici, dans le village? Alors il sera libre de le faire. Je ne force personne, mais je soupçonne qu'il choisira la forêt. Ceux qui peuvent voir les deux mondes ne sont que rarement complètement à l'aise dans un seul. L'entité commença à reculer vers les arbres. Pars maintenant. Tu as vu ce que tu devais voir. Et souviens-toi, la forêt n'est pas ton ennemi, mais elle exige du respect. Franchis cette ligne, et il n'y aura pas de deuxième avertissement. Je courus de retour au village, les jambes tremblantes, le cœur battant. Quand j'arrivai à mon appartement, le soleil se levait. J'avais été dans la forêt toute la nuit, bien que cela ne m'ait semblé qu'une heure. Les mois suivants furent difficiles. Je continuais à enseigner, mais avec une nouvelle compréhension. J'observais Lucia, la voyant s'éloigner progressivement des autres enfants. Elle passait plus de temps à regarder vers la forêt, moins de temps à jouer. Ses dessins en classe n'étaient plus de maisons et de familles. Ils étaient d'arbres, de créatures étranges, d'un monde qu'elle seule pouvait voir complètement. J'ai parlé avec ses parents. Ils le savaient. Ils l'avaient su depuis sa naissance. Et bien que cela fasse mal, ils acceptaient que leur fille ait un destin différent. Elle est spéciale, m'a dit sa mère. Nous l'avons toujours su. Et si la forêt l'appelle, c'est parce que c'est là qu'elle appartient. En juin, pendant le solstice d'hiver, il y eut une cérémonie. Tout le village se rassembla au bord de la forêt. Lucia avança, vêtue de simples habits en tissu naturel. Elle ne pleurait pas. En fait, elle souriait. Elle s'arrêta à la limite entre le village et les arbres. Elle jeta un dernier regard en arrière, vers ses parents, vers moi. Puis elle se retourna et marcha vers la forêt. L'entité émergea pour l'accueillir. Je vis comment elle prit la main de Lucia avec tendresse, presque maternelle. Et ensemble, elles s'évanouirent parmi les arbres. Nous attendîmes toute la nuit. À l'aube, Lucia n'était pas revenue. Certains dans le village pleurèrent, d'autres célébrèrent, disant qu'elle avait été choisie pour quelque chose de plus grand. Je ressentais juste un vide. Je terminais l'année scolaire. Quand décembre arriva, je leur dis que je ne renouvellerais pas mon contrat. Don Osvaldo hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Tu as été plus courageuse que je ne le pensais, » me dit-il. « La plupart fuient dès qu'ils comprennent ce qui se passe ici. Toi, tu es resté. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Il y a toujours un choix. Tu as choisi les enfants plutôt que ton confort. Ça compte. Mon dernier jour à Villa del Silencio, je marchais jusqu'au bord de la forêt. Je ne suis pas entré, je suis juste resté là, regardant entre les arbres. « J'espère que tu vas bien, Lucia, » murmurai-je. Le vent se déplaça entre les feuilles, et pendant un moment, j'ai juré avoir entendu son rire. Heureux, libre. Peut-être qu'elle était exactement là où elle devait être. C'est l'expérience que Carla a partagée avec moi. Elle vit maintenant dans une autre ville, enseigne dans une école urbaine normale, mais dit qu'elle rêve parfois de la forêt. Si tu as déjà vécu dans un village avec des traditions que tu ne peux pas expliquer, ou si tu as vu des choses qui défient ce que nous croyons possible, laisse-le dans les commentaires.
Ces histoires de pactes anciens me font toujours penser à combien nous ne savons pas du monde. Si tu es resté jusqu'à la fin, envisage de t'abonner. Je publie de nouveaux témoignages chaque semaine. Passe une bonne nuit. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valentina, d'un petit village en Colombie. Elle m'a écrit parce qu'elle avait besoin de partager ce qui lui est arrivé, et crois-moi, après avoir lu son histoire, je comprends pourquoi. Si toi aussi tu as vécu quelque chose d'inexplicable et que tu veux que je le raconte sur la chaîne, laisse-le moi dans les commentaires. Maintenant, prépare-toi à écouter ce que Valentina a vécu lorsqu'elle a hérité de la maison de sa grand-mère à la campagne. Une maison qui cachait des secrets qu'il aurait été mieux de laisser enfouis. Je m'appelle Valentina, j'ai 34 ans, et j'ai grandi entre Bogota et un petit village appelé La Vega, dans le Cundinamarca. Ma grand-mère maternelle, Doña Esperanza, vivait là-bas dans une grande maison en baharek et en tuiles d'argile, entourée de plantations de café et de montagnes. J'ai passé tous les mois de décembre et les vacances de mi-année dans cette maison, et je garde de beaux souvenirs de mon enfance là-bas. C'est pourquoi, quand ma grand-mère est morte il y a 2 ans et m'a laissé la propriété en héritage, j'ai ressenti que c'était une bénédiction, une opportunité de me reconnecter avec mes racines, d'échapper au chaos de la ville. J'aurais aimé connaître la vérité avant de déménager. Ma grand-mère est morte en février 2022. Elle avait 89 ans. C'était paisible dans son lit, entouré de ses filles. J'étais là cette nuit-là. Nous l'avons veillée à la maison, comme c'est la coutume dans le village. Et le lendemain, nous l'avons enterrée au cimetière de La Vega. Pendant les funérailles, plusieurs personnes âgées du village sont venues me présenter leurs condoléances, et il y avait quelque chose dans leur regard que je n'ai pas pu déchiffrer à l'époque. Un mélange de pitié et d'avertissement. Don Evaristo, un homme de presque 90 ans qui avait été voisin de ma grand-mère toute sa vie, m'a pris la main après l'enterrement. « Petite Valentina », m'a-t-il dit d'une voix tremblante, « si vous restez dans cette maison, faites attention. Votre grand-mère savait comment garder les choses en ordre, mais maintenant qu'elle n'est plus là, il n'a pas terminé sa phrase. Sa femme l'a tiré par le bras et l'a emmené avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, j'attribuais ces paroles à des superstitions de village. Ma grand-mère a toujours été une femme très religieuse, très respectée. Je pensais que peut-être Don Evaristo faisait référence à garder sa mémoire vivante ou quelque chose comme ça. Je n'y ai pas prêté plus d'importance. Les démarches pour l'héritage ont pris 6 mois. Pendant ce temps, la maison est restée fermée. Mes tantes ne voulaient pas y rester. Elles vivaient toutes dans d'autres villes et avaient leur propre famille. J'étais la seule célibataire, la seule sans attache forte à Bogota. Je travaillais depuis chez moi en tant que graphiste, donc techniquement, je pouvais vivre n'importe où avec une bonne connexion Internet. En août 2022, j'ai officiellement emménagé dans la maison de ma grand-mère. La maison était grande, beaucoup plus que ce dont j'avais besoin. Elle avait 5 chambres, une énorme cuisine avec un poêle à bois, une salle à manger spacieuse, un salon, un long couloir qui entourait tout le périmètre intérieur, et un grand jardin à l'arrière avec des arbres fruitiers. Les murs étaient épais, en adobe, peints en blanc avec des moulures bleues. Le sol était en carrelage rouge, froid même les jours chauds. Les premiers jours ont été consacrés au nettoyage et à l'organisation. J'ai engagé Madame Martha, une dame du village qui avait aidé ma grand-mère avec les tâches ménagères pendant des années, pour venir 3 fois par semaine. Elle connaissait chaque recoin de cet endroit mieux que moi. C'est Madame Martha qui m'a montré la chambre que ma grand-mère gardait toujours fermée à clé. Doña Esperanza ne m'a jamais laissé entrer ici, me dit-elle en désignant une porte au bout du couloir, dans la partie la plus éloignée de la maison. Elle disait que c'était sa chambre de prière, qu'elle avait besoin d'intimité pour ses dévotions. La porte était en bois massif, plus lourde que les autres. Elle avait un grand verrou ancien. Parmi les affaires de ma grand-mère, j'ai trouvé un porte-clés avec de nombreuses clés. Et après en avoir essayé plusieurs, une a finalement tourné dans le verrou. La porte s'est ouverte avec un long grincement qui m'a donné des frissons. La pièce était sombre, sans fenêtre. Elle sentait l'encens vieux et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de désagréable que je n'ai pas pu identifier. Doña Martha s'est signée 3 fois avant d'entrer avec moi. La première chose que j'ai vue était un autel.
Pas comme les hôtels catholiques normaux avec des vierges et des saints. Celui-ci était différent, plus grand, plus élaboré, plus troublant. Elle occupait tout le mur du fond. Il y avait des images de saints que j'ai reconnues, oui, mais aussi d'autres choses. Des poupées en chiffon avec des épingles, des flacons avec des liquides troubles, des mèches de cheveux attachées avec des rubans rouges, des photographies jaunies de personnes que je ne connaissais pas, des bougies noires à moitié consumées, et au centre, une figure qui m'a glacé le sang. C'était une statue en bois, sculptée à la main, d'environ 60 cm de haut. Elle représentait quelque chose entre l'humain et l'animal. Elle avait des cornes, mais aussi des traits de visage humain. Ses yeux étaient en vert et semblaient te suivre peu importe d'où tu la regardais. Elle était peinte en rouge foncé, presque noire, et avait des symboles gravés sur la poitrine que je n'ai pas pu reconnaître. « Mon Dieu !» murmura Doña Marta. « Doña Esperanza, elle, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi le sache déjà. « Sorcellerie !» dit Doña Marta. Et elle sortit rapidement de la pièce. Je l'entendis vomir dans le couloir. Je restais là, debout, regardant cet hôtel, essayant de traiter ce que je voyais. Ma grand-mère, ma douce grand-mère qui m'a appris à prier le rosaire, qui allait à la messe tous les dimanches, qui avait une Bible usée sur sa table de nuit. Cette même grand-mère avait cet endroit. Je commençai à fouiller la pièce plus attentivement. Il y avait des cartons empilés contre un mur. Je les ouvris un par un. Ils étaient remplis de carnets. Des dizaines de carnets, tous écrits avec l'écriture serrée de ma grand-mère. J'en pris un au hasard et commençai à lire. C'étaient des registres, des rituels, des dates, des noms, des ingrédients, des instructions. Tout méticuleusement documenté. Ma grand-mère tenait un registre de chaque travail qu'elle faisait. Et elle en avait fait beaucoup. 15 mars 1987. Dolores Ramirez. Attacher le mari. Nécessite. Cheveux des deux, photographie, ruban rouge, pleine lune. 3 juillet 1992, anonyme, dommage contre l'ennemi. Nécessite, terre de cimetière, vêtements de la personne, bougie noire, offrande au gardien. 20 novembre 2001, Carlos Mendes, protection de l'entreprise. Nécessite, sang de coq noir, sel consacré, seau aux 4 coins. Page après page, année après année. Des décennies de travaux de sorcellerie documentés avec la précision d'un scientifique. Je me suis assise par terre, le carnet en main, sentant que le monde s'inclinait. Qui était vraiment ma grand-mère? Tout ce que je pensais savoir d'elle était-il un mensonge? Doña Marta est apparue à la porte pâle. Mademoiselle Valentina, je m'en vais, et si vous me permettez de vous donner un conseil, fermez cette pièce et ne la rouvrez jamais. Mieux encore, brûlez tout ce qu'il y a à l'intérieur et bénissez la maison. Doña Marta, vous saviez? Elle secoua la tête, mais ses yeux la trahissaient. On entendait des rumeurs dans le village, mais Madame Esperanza était une bonne personne. Elle aidait beaucoup de monde. Elle n'a jamais fait de mal sans raison. Vous n'avez jamais fait de mal? C'est de la sorcellerie. Il y a des sorcelleries et des sorcelleries, ma fille. Ta grand-mère aidait plus qu'elle ne nuisait. Mais quand même, on ne joue pas avec ces choses. Elle savait ce qu'elle faisait. Toi, non. Doña Marta est partie et n'est pas revenue. Je l'ai appelée plusieurs fois dans les jours suivants, mais elle n'a jamais répondu. Finalement, sa fille m'a appelé pour me dire que sa mère ne pouvait plus travailler à la maison, qu'elle avait peur. Je me suis retrouvé seul dans cette immense maison, avec la chambre de sorcellerie de ma grand-mère au bout du couloir. J'aurais dû écouter Doña Marta. J'aurais dû fermer cette chambre et l'oublier, ou mieux encore, tout brûler comme elle l'a suggéré. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, fasciné et horrifié à la fois, j'ai commencé à lire les carnets, tous, un par un. Cela m'a pris des semaines. Ma grand-mère avait commencé à pratiquer la sorcellerie dans les années 60, quand elle n'avait que 25 ans. Selon ses notes, elle avait été initiée par une femme du village nommée Petronila, déjà décédée. Les premiers travaux étaient simples. Nettoyage, protection, bain pour la chance. Avec les années, ils sont devenus plus complexes et plus sombres. J'ai trouvé des références constantes à quelque chose qu'elle appelait « le gardien ». Au début, je pensais qu'elle faisait référence à la statue de l'autel, mais en lisant davantage, j'ai réalisé que c'était quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle avait invoqué il y a de nombreuses années et avec quoi elle avait fait un pacte. « Le gardien m'a donné du pouvoir », a-t-elle écrit en 1978, mais exige un tribut. Chaque pleine lune, je dois l'alimenter. Si j'échoue, il prendra ce que je lui dois d'une autre manière.
L'alimenter? Avec quoi? J'ai continué à lire, de plus en plus obsédé. J'ai cessé de travailler, je mangeais à peine, je dormais peu. Je ne lisais que ces carnets, essayant de comprendre ce que ma grand-mère avait fait. Le dernier carnet était de 2022. Les dernières entrées étaient de janvier, un mois avant sa mort. 28 janvier 2022. Je suis fatigué, très fatigué. J'ai maintenu le pacte pendant 54 ans. Je n'ai jamais manqué une offrande, mais je sens que mon temps est écoulé. J'ai demandé au gardien de me libérer, mais il refuse. Il dit qu'un pacte est éternel, à moins que... L'entrée s'arrêtait là. Les pages suivantes étaient blanches. À moins que quoi? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans le salon, toutes les lumières allumées, à réfléchir. Ma grand-mère était morte un mois après cette dernière entrée. Aurait-elle trouvé un moyen de rompre le pacte? Ou le gardien avait-il encaissé sa dernière dette? C'est à 3 heures du matin que je l'ai entendu pour la première fois. Un grattement, lent, délibéré, venant du couloir, de la direction de la chambre fermée. Je suis resté paralysé sur le canapé, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le grattement s'est arrêté. Silence. Et puis, des pas nus sur le carrelage froid. Quelqu'un ou quelque chose marchait dans le couloir. Je pris mon téléphone avec des mains tremblantes et j'allumai la lampe torche. Je me levai lentement, chaque muscle de mon corps tendu. Les pas continuaient, se rapprochant. Qui est là? Ma voix résonna faible, effrayée. Les pas s'arrêtèrent. Je marchais vers le couloir bien que chaque instinct me criait de courir dans l'autre direction. Quand j'arrivais à l'entrée du couloir, je pointais la lumière de mon téléphone. Le couloir était vide, mais la porte de la chambre de sorcellerie était ouverte, complètement ouverte, et je l'avais laissée fermée à clé après avoir sorti les cahiers. Le cadenas était par terre, cassé. Ma respiration s'accéléra. Ce n'était pas possible. Le cadenas était en fer massif, vieux mais solide. Il ne se casse pas tout seul. Puis je le vis. Une ombre, à l'intérieur de la chambre, en mouvement. Ce n'était pas une ombre normale projetée par la lumière. C'était une ombre dense, sombre, qui semblait absorber la lumière au lieu d'en être créée. Elle avait une forme vaguement humanoïde, mais les proportions étaient de fossé. Trop haute, trop mince, avec quelque chose sur la tête qui pouvait être des cornes. L'ombre s'est tournée vers moi. Bien qu'elle n'ait pas de visage, j'ai senti qu'elle me regardait. J'ai couru. J'ai couru dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, j'ai poussé l'armoire contre la porte et je me suis glissé sous les couvertures en tremblant. Je me suis couverte avec les draps comme si j'étais une petite fille de 5 ans, comme si cela pouvait me protéger de ce que j'avais vu. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, écoutant. Les pas continuaient, haut et bas dans le couloir. Parfois, ils s'arrêtaient devant ma porte. Je pouvais voir l'ombre de quelque chose bloquant la lumière qui passait sous la porte. Quand le jour s'est levé, les bruits ont cessé. J'ai attendu que le soleil soit haut dans le ciel avant de me risquer à sortir de la chambre. J'ai poussé l'armoire à sa place et j'ai ouvert la porte lentement. Le couloir était normal. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres. Des oiseaux chantaient dehors. Tout était paisible. Je suis allé dans la chambre de sorcellerie. La porte était de nouveau fermée mais sans verrou. Je l'ai ouverte. La chambre était comme d'habitude, sauf pour un détail. La statue du gardien qui regardait auparavant droit devant était maintenant tournée vers la porte, vers moi. Et sur l'autel, où il n'y avait rien auparavant, il y avait maintenant une bougie noire allumée. Je me suis éloigné de la chambre rapidement. J'ai appelé le père Joaquin, le curé du village. Je lui ai raconté tout, ou presque tout. Je ne lui ai pas mentionné les carnets de sorcellerie directement, je lui ai juste dit que j'avais trouvé des choses étranges dans la maison de ma grand-mère et qu'il se passait des choses que je ne pouvais pas expliquer. Le père Joaquin est venu cet après-midi avec de l'eau bénite et sa chasuble. Il a béni toute la maison pièce par pièce. Quand nous sommes arrivés à la chambre de sorcellerie, il est devenu pâle. « Ma fille, dit-il gravement, c'est très sérieux. Ta grand-mère était impliquée dans des pratiques très obscures. »« Je sais, père. Que dois-je faire? Cela nécessite plus qu'une simple bénédiction. Nous avons besoin d'un exorcisme du lieu. Mais d'abord, nous devons détruire tous ces objets. Me le permettes-tu? » J'ai hoché la tête. Le père Joaquin et moi avons sorti tout de la chambre. L'autel complet, les flacons, les poupées, les photographies, les bougies, les carnets, tout. Nous l'avons entassé dans le jardin arrière. La seule chose que le père a refusé de toucher était la statue du gardien.
Celle-ci doit être brûlée à part, dit-il, et avec des prières spécifiques. Nous avons mis le feu au tas. La fumée qui s'en échappait était noire, dense, et sentait horrible, comme du soufre et de la chair pourrie. Pendant qu'elle brûlait, le père priait à voix haute. Quand est venu le moment de brûler la statue, le père la prit avec un chiffon et la plaça sur les braises. La statue ne brûla pas. Le feu la léchait, la chaleur était intense, mais le bois ne se consumait pas. Même pas un peu. « Mon Dieu !» murmura le père Joaquin. « C'est très protégé, très scellé dans l'obscurité. Nous avons essayé pendant des heures. Plus de bois, plus de feu, rien. La statue restait intacte. Finalement, quand il a fait sombre, le père a dit « Valentina, je ne peux pas brûler cela ici. Je dois l'emporter à la paroisse, consulter l'évêque. Cela nécessite un rituel plus fort. » Il a emporté la statue enveloppée dans des linges bénis. Cette nuit-là, j'étais épuisé mais je me sentais mieux. Nous avions détruit tout le reste. La pièce était vide et bénie. Peut-être que maintenant j'aurai la paix. Je ne l'ai pas eue. À 3 heures du matin précise, je me suis réveillé avec la sensation que quelqu'un m'observait. J'ai ouvert les yeux. L'ombre était dans ma chambre, debout à côté de mon lit, haute jusqu'au plafond, me regardant avec des yeux qui n'existaient pas. Je voulais crier mais je ne pouvais pas. J'étais paralysé. Je pouvais bouger les yeux mais rien d'autre. Mon corps ne me répondait pas. L'ombre s'est penchée vers moi. J'ai pu sentir son souffle, si tant est que c'était un souffle. C'était froid, glacial. Ça sentait la terre humide et la mort. Une voix a parlé dans mon esprit. Je ne l'ai pas entendue avec mes oreilles, mais directement dans ma tête. Espérance a fait un pacte de sang. En échange de pouvoir, elle me nourrissait. Chaque pleine lune pendant 54 ans, elle n'a jamais failli. Et quand elle a su que son temps touchait à sa fin, elle a fait un dernier pacte. Elle m'a offert un remplaçant. Non, 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 non. Elle t'a offerte Valentina, sa petite fille préférée, la seule qui aimerait cette maison assez pour rester. Tu es mon tribut maintenant. La paralysie s'est brisée et j'ai crié. J'ai crié si fort que ma gorge a brûlé. L'ombre s'est évaporée comme de la fumée. Je sautai du lit, pris mon téléphone, mes clés et courus hors de la maison. Je courus dans l'obscurité, pieds nus, en pyjama, sur le chemin de terre jusqu'à la route principale. Je ne m'arrêtai pas avant d'arriver chez Don Evaristo. Je frappai désespérément à sa porte. Il ouvrit, somnolent, mais quand il vit mon état, il me fit entrer immédiatement. « Ça s'est déjà passé, n'est-ce pas ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Vous saviez ce que ma grand-mère a fait ?» Don Evaristo me servit une agua panela chaude avec des mains tremblantes. Nous soupçonnions. Nous n'avons jamais su exactement quoi, mais nous savions que Doña Esperanza avait des relations avec des choses sombres. Elle aidait beaucoup de gens dans le village, oui, mais on savait que ce pouvoir avait un prix. Elle m'a proposé, à moi, comment a-t-elle pu ? La peur pousse les gens à faire des choses terribles, ma fille. Ta grand-mère a probablement pensé qu'elle aurait le temps de te prévenir, de t'apprendre comment maintenir le pacte. Mais la mort est venue plus vite qu'elle ne l'attendait. Je ne vais pas maintenir aucun pacte. Je ne vais pas nourrir cette chose. Don Evaristo me regarda avec tristesse. Alors laisse-le. Abandonne cette maison. Ne reviens jamais. Mais c'est mon héritage. C'est ma maison. Certains héritages sont des malédictions, fille. Toutes les choses que nos morts nous laissent ne sont pas des bénédictions. Je suis resté chez Don Evaristo cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé le père Joaquin. Il m'a dit que la statue avait disparu de la paroisse. Elle avait été mise dans une pièce à clé, avec des prières de protection. Mais le matin, quand ils sont allés la chercher, elle n'était pas là. Elle est revenue à la maison, dis-je. Probablement. Valentina, cet endroit est très lié à cette entité. Des années et des années de rituels, d'offrandes, de pactes. Ce n'est pas quelque chose qui peut être nettoyé facilement. J'ai contacté mes tantes. Je leur ai tout raconté. Certaines ne m'ont pas cru. D'autres ont dit qu'elles avaient toujours ressenti quelque chose de bizarre dans cette maison mais n'y avaient jamais prêté attention. Aucune n'a voulu prendre en charge la propriété. J'ai essayé de vendre la maison. Mais chaque fois que quelqu'un venait la voir, quelque chose se passait. Ils trouvaient la statue apparue à différents endroits, ou entendèrent des pas, ou voyaient l'ombre. Personne n'a voulu l'acheter. J'ai engagé un groupe de personnes pour nettoyer la maison et la sceller, qu'ils ferment toutes les portes et fenêtres. Mais aucun ne restait plus d'1 jour avant de partir effrayé.
La dernière pleine lune de septembre, j'ai reçu un appel. Le numéro était inconnu. J'ai répondu. Allô ? Silence. Et alors, cette voix dans ma tête encore une fois. Tu as une dette, Valentina. Ta grand-mère te l'a léguée. Tu peux l'ignorer, mais chaque pleine lune que tu passes sans payer, le prix augmente. Et finalement, je viendrai la récupérer de toute façon. J'ai raccroché en tremblant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai enquêté. J'ai cherché sur Internet, dans des livres. J'ai demandé à des gens qui savaient ces choses. Tous m'ont dit la même chose. Les pactes de sang sont presque impossibles à rompre. Surtout s'ils ont été faits par une autre personne en votre nom. J'avais 3 options. Maintenir le pacte et nourrir le gardien à chaque pleine lune. Essayer de rompre le pacte avec un rituel encore plus puissant, ce qui nécessiterait probablement de sacrifier quelque chose ou quelqu'un, ou attendre que le gardien vienne me chercher. Aucune option n'était bonne. Il y a 2 semaines, j'ai engagé un praticien de la sorcellerie africaine de Cali. Il s'appelle Pacho et dit qu'il sait comment rompre les vieux pactes. Il est venu voir la maison. Il est entré dans la chambre de sorcellerie, maintenant vide. Il est resté là quelques minutes, ressentant l'énergie. C'est puissant, a-t-il finalement dit. Très puissant. Combien d'années dis-tu que ta grand-mère a maintenu le pacte ? 54. Il a sifflé bas. C'est beaucoup de pouvoir accumulé. Beaucoup de dettes. Rompre cela ne va pas être facile. Et ça va coûter. Combien ? Je ne parle pas d'argent. Je parle de coûts spirituels. Énergie contre énergie. Vie contre vie en quelque sorte. Pour rompre un pacte, tu dois offrir quelque chose d'égal ou de plus grande valeur que ce que le pacte donnait. Et que donnait ce pacte ? Pouvoir, protection, capacité à faire des travaux difficiles. Ta grand-mère était puissante à cause de cela. Et probablement sa protection s'étendait à la famille. T'es-tu déjà demandé pourquoi il ne vous arrivait jamais rien de mal ? Pourquoi vous aviez toujours de la chance, de la santé, une prospérité relative ? Je n'y avais pas pensé. Mais il avait raison. Ma famille avait toujours été chanceuse. Jamais de grandes tragédies. Toujours protégée. Rompre le pacte signifie renoncer à cette protection, continua Pacho. Et le gardien va être furieux, très furieux. Il pourrait essayer de se venger. Que dois-je faire alors ? Tu dois décider, est-ce que le risque en vaut la peine ? Ou préfères-tu maintenir le pacte, suivre le chemin que ta grand-mère a commencé ? Je lui ai dit que je réfléchirais à cela. C'était il y a 2 semaines. La prochaine pleine lune est dans 3 jours. J'ai fait des rêves. Des rêves où ma grand-mère vient me rendre visite. Elle a l'air jeune, belle, pleine de vie. Elle me prend la main et m'emmène dans la chambre de sorcellerie. Elle me montre comment faire les rituels. Elle m'enseigne les mots, les gestes, les offrandes. Ce n'est pas si mauvais, ma fille, me dit-elle dans les rêves. C'est juste une nuit par mois. Et en échange, tu auras tout ce que tu veux. Pouvoir, protection. Personne ne pourra jamais te faire de mal. Tu pourras aider les autres, comme je l'ai fait. Je me réveille en sueur, confuse. Une partie de moi se sent tentée. À quel point cela pourrait-il être mauvais ? Ma grand-mère l'a fait pendant plus de 50 ans et a vécu une vie longue et relativement heureuse. Mais une autre partie de moi sait que c'est mal. Profondément mal. Nourrir cette entité sombre, quoi qu'elle soit, c'est vendre mon âme petit à petit. Hier soir, je suis retourné à la maison. Cela faisait des semaines que je n'y étais pas allé. Elle était exactement comme je l'avais laissée, scellée, silencieuse. Je suis entré. Je suis allé directement dans la chambre de sorcellerie. La statue était là, au centre de la pièce vide, attendant. Je l'ai regardée dans les yeux de verre et j'ai senti qu'elle me regardait en retour. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé à voix haute. La réponse est venue, claire dans mon esprit. Ce que ta grand-mère a promis, ton service, ta loyauté, ton sang, 1 fois par mois, sous la pleine lune. En échange, je te donnerai ce qu'elle avait, du pouvoir sur la vie et la mort. Personne que tu aimes ne souffrira tant que tu me nourris. Personne ne pourra te faire de mal. Tu seras puissante, respectée, crainte. Et si je refuse, alors je prendrai ce que tu me dois d'autre manière. Ta santé, ta raison, ta famille, un par un, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Et à la fin, je te prendrai de toute façon. Je suis sorti de la maison en pleurant. Je ne sais pas ce que je vais faire. La pleine lune est dans 3 jours. Pacho dit qu'il peut faire le rituel de rupture cette même nuit, que c'est le meilleur moment car l'énergie est élevée. Mais il m'a averti que si j'échoue, si le rituel ne fonctionne pas complètement,
Le gardien sera libre des restrictions du pacte et pourra faire ce qu'il veut. Mes tantes m'appellent tous les jours, inquiètes. Je leur ai raconté quelque chose, mais pas tout. Je ne veux pas les effrayer plus que nécessaire. Mais je sens qu'elles méritent de savoir que la protection qu'elles ont eue toute leur vie pourrait se terminer bientôt. Parce que c'est ce que je vais faire. J'ai décidé. Je vais rompre le pacte. Je ne vais pas suivre les pas de ma grand-mère. Je ne vais pas nourrir cette chose sombre. Je ne vais pas vendre mon âme en échange d'un pouvoir que je ne veux pas. Pacho viendra dans 2 jours. Il apportera tout le nécessaire. Il dit que le rituel prendra toute la nuit, que ce sera dangereux, que cela pourrait mal tourner. Mais je suis prête à prendre le risque. Il vaut mieux mourir libre que de vivre enchaîné à un pacte que je n'ai pas fait. Ma grand-mère a pris cette décision pour moi sans mon consentement. Et même si je l'aimais, même si je garde de beaux souvenirs d'elle, je ne peux pas lui pardonner cela. Je ne peux pas lui pardonner de m'avoir offerte comme paiement de sa dette. Alors dans 2 jours, sous la pleine lune d'octobre, j'essaierai de briser 54 ans de sorcellerie noire. Soit j'aurai du succès et je serai libre, soit j'échouerai et le gardien viendra pour moi. Quoi qu'il en soit, cette histoire se termine bientôt. J'espère juste avoir l'occasion de vous raconter comment cela s'est terminé. C'est ce que Valentina m'a écrit. J'ai reçu son histoire il y a 3 semaines. Je lui ai répondu immédiatement, lui demandant ce qui s'était passé après le rituel. Elle ne m'a pas encore répondu. Je ne sais pas si c'est parce que tout s'est bien passé et qu'elle est occupée à reconstruire sa vie, ou parce que... Eh bien, je préfère ne pas penser à l'autre option. Si quelqu'un à la Vega, Cundinamarca, sait quelque chose à ce sujet, merci de me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu as hérité de quelque chose qui s'est révélé être plus une malédiction qu'une bénédiction, j'aimerais entendre ton histoire. Prends soin de toi et dors bien. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'un abonné nommé Mateo, qui vit à Oaxaca, au Mexique. Son histoire implique quelque chose que dans sa région on appelle nahuales, des personnes qui peuvent se transformer en animaux grâce à des pratiques ancestrales. Si jamais vous avez été témoin de quelque chose qui défie toute logique, quelque chose qui vous a fait remettre en question la réalité elle-même, partagez-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences. Ce que Mateo a vécu il y a 2 ans dans un village de la Sierra l'a poussé à fuir sa terre natale et à ne jamais revenir. Voici son histoire. Je m'appelle Mateo et j'ai 35 ans. Je suis né et j'ai grandi dans un petit village de la Sierra de Oaxaca, un endroit où les montagnes se perdent parmi les nuages et où les traditions ancestrales restent vivantes comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 2 ans. Mais cela a changé ma vie d'une telle manière que je ne peux plus retourner dans mon village. Je ne peux plus marcher sur ces montagnes que je considérais autrefois comme ma maison. Pour comprendre mon histoire, vous devez d'abord connaître les Nahuals. Dans ma région, nous grandissons tous en écoutant des histoires à leur sujet. Ce sont des personnes, généralement des chamans ou des sorciers, qui ont la capacité de se transformer en animaux. Ce n'est pas comme les loups-garous des films. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, plus ancré dans notre culture. Selon les légendes que nos grands-parents nous racontaient, quand une personne naît, un animal naît aussi quelque part dans le monde. Cet animal est votre nahual, votre esprit animal, connecté à vous par un lien invisible. La plupart des gens ne rencontrent jamais leur nahual. Mais certains, ceux qui ont le don et la connaissance, peuvent trouver leur nahual et apprendre à fusionner avec lui, à devenir lui. Mon grand-père était l'un d'eux. Il ne l'a jamais admis ouvertement, mais tout le monde dans le village le savait. C'était un guérisseur et un guide spirituel. Les gens le respectaient profondément, certains en avaient peur. Il disait que son nahual était un jaguar qui, lors des nuits de nouvelle lune, parcourait les montagnes sous forme féline, protégeant le village des menaces tant physiques que spirituelles. Il est mort quand j'avais 15 ans. Avant de mourir, il m'a appelé à ses côtés et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mateo, tu as aussi le don. Il coule dans tes veines comme il a coulé dans les miennes. Mais je t'avertis, fils, ce don est à la fois une bénédiction et une malédiction. Utilise-le seulement quand il n'y a pas d'autre option. Et ne l'utilise jamais, jamais par vanité ou par colère. Les nahuals qui perdent leur chemin deviennent quelque chose d'obscur, quelque chose qui n'est plus humain ni animal, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de corrompu. À ce moment-là, je ne comprenais pas complètement ces paroles.
J'étais un adolescent sceptique, éduqué dans des écoles modernes, exposé à des idées du monde extérieur. Je pensais que mon grand-père délirait dans ses dernières heures, mélangeant réalité et légende. Mais j'avais tort. J'ai grandi, je suis allé en ville pour étudier la médecine vétérinaire. Je suis revenu au village après des années. Je me suis établi en tant que vétérinaire local, m'occupant principalement des animaux de ferme. C'était une vie tranquille, simple. J'ai épousé Elena, une enseignante du village, et nous avons eu un fils, Santiago, qui a maintenant 6 ans. Tout a changé il y a 2 ans, quand il est arrivé au village. Il s'appelait Teodoro. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, mince, avec des yeux sombres qui semblaient voir à travers vous. Il est arrivé en disant qu'il était chercheur en anthropologie, intéressé par les traditions indigènes de la région. Il a loué une maison à la périphérie du village et a commencé à poser des questions. Beaucoup de questions. Des questions sur les Nawals, sur les rituels anciens, sur la façon dont se faisait la transformation. Les anciens du village se méfièrent de lui. Cet homme cherche un pouvoir qui ne lui revient pas, murmurait-il. Il cherche des secrets qu'il ne devrait pas connaître. Mais Théodore était persistant et charismatique. Il offrait de l'argent pour des informations, pour des connaissances, pour des artefacts anciens. Certains des jeunes, tentés par l'argent, commencèrent à parler, à partager des histoires que leurs grands-parents leur avaient racontées, à lui montrer des lieux sacrés dans les montagnes. Je me tenais à l'écart de lui. Quelque chose dans sa présence m'inquiétait. Quand je le voyais dans le village, je ressentais un poids sur la poitrine, une gêne que je ne pouvais pas expliquer. Une nuit, 2 mois après son arrivée, j'entendis des hurlements étranges dans les montagnes. Ce n'étaient ni des coyotes ni des chiens. C'était différent, plus profond, plus intelligent, comme si celui qui hurlait communiquait quelque chose de spécifique, pas seulement en faisant du bruit instinctif. Les animaux du village ont commencé à se comporter étrangement. Les chiens aboyaient dans des directions spécifiques sans raison apparente. Les poules cessaient de pondre des œufs. Les vaches produisaient moins de lait. Certains animaux se réveillaient morts, sans marque visible, simplement morts, avec des expressions de terreur sur leur visage. En tant que vétérinaire, on m'appelait constamment. J'examinais les animaux, mais je ne trouvais pas de cause médicale. Ce n'étaient pas des maladies, ce n'étaient pas des prédateurs. C'était autre chose. C'est l'étranger, me dit Don Esteban, l'un des anciens du village. Il pratique des choses qu'il ne devrait pas. Il essaie de forcer une transformation sans être né avec le don. Cela n'apporte que du malheur. « Comment le savez-vous » demandai-je. « Je l'ai vu dans les montagnes, la nuit, faisant des rituels dans des lieux sacrés, tuant des animaux de manière rituelle. Il essaie de voler le pouvoir des Nawals. » Don Esteban me regarda avec sérieux. « Ton grand-père t'a laissé des connaissances. Il est temps que tu les utilises. » Je ne voulais pas y croire. J'essayais toujours de m'accrocher à ma vision rationnelle du monde. Mais les événements continuaient à s'intensifier. 3 semaines plus tard, une fille du village a disparu. Elle s'appelait Lupita, elle avait 8 ans. Elle était allée chercher du bois près de la forêt et n'est jamais revenue. Tout le village est sorti pour la chercher. Nous avons traqué pendant des jours. Nous l'avons trouvée 5 jours plus tard, dans une grotte au fond des montagnes. Elle était vivante, mais en état de choc, incapable de parler. Quand elle a finalement pu communiquer quelques jours plus tard, elle a dit qu'un homme-loup l'avait amenée là. Un homme qui se transformait en loup devant ses yeux, qui marchait sur 2 pattes mais avait la tête et les griffes d'un loup, qui lui parlait avec une voix humaine tout en ayant la forme d'une bête. Elle a dit que l'homme-loup l'avait gardée dans la grotte, lui donnant de la nourriture et de l'eau mais l'étudiant constamment, prenant des notes, comme si c'était une expérience. La police est venue, a enquêté mais n'a rien trouvé de concluant. Il n'y avait pas de traces humaines près de la grotte, seulement des traces d'un grand loup, très grand, trop grand, pour être un loup normal. Théodore le vagabond a disparu du village le lendemain de notre découverte de Lupita. Sa maison était vide, ses affaires disparues, comme s'il n'avait jamais été là. Il est parti dans les montagnes, dit Don Esteban. Il a complété sa transformation forcée, mais il l'a mal fait, sans guide, sans respect pour l'équilibre. Maintenant, c'est un Nawal corrompu. Il n'est plus complètement humain ni complètement animal. C'est quelque chose de piégé entre les 2 mondes, affamé, confus, dangereux. Que pouvons-nous faire ? Demandai-je. Seul un autre Nawal peut l'arrêter. Quelqu'un qui a effectué la transformation correctement, avec respect, avec guidance. Don Esteban me regarda directement. Ton grand-père savait que ce jour pourrait arriver.
C'est pourquoi il t'a laissé ce qu'il t'a laissé. Cette nuit-là, Don Esteban m'emmena à la maison où avait vécu mon grand-père, maintenant vide et abandonné. Il me montra un endroit secret sous le plancher en bois. Là, il y avait une boîte que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, il y avait des écrits de mon grand-père, des instructions détaillées sur comment trouver ton nawal, comment te préparer à la fusion, les rituels spécifiques, les prières ancestrales. Tout était là, écrit de sa belle calligraphie. Et il y avait quelque chose d'autre, une note pour moi spécifiquement. Matteo, si tu lis ceci, cela signifie que le moment est venu. Cela signifie que tu as besoin du pouvoir pour protéger les tiens. N'aie pas peur de ce don. C'est une partie de toi, cela l'a toujours été. Ton nawal est l'aigle, noble, fort, protecteur. Cherche les signes. Quand tu seras prêt, elle viendra à toi. Et souviens-toi, utilise ce pouvoir uniquement pour protéger, jamais pour attaquer par fierté ou vengeance. L'équilibre doit être maintenu. J'ai passé la semaine suivante à étudier les écrits, apprenant les rituels. Et j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Un aigle qui volait au-dessus de ma maison chaque matin, toujours le même, avec un motif spécifique sur ses plumes. Il me regardait quand il passait, comme s'il me reconnaissait. J'ai commencé à rêver de voler. Des rêves vifs où je voyais le village d'en haut, où je sentais le vent sous des ailes que je n'avais pas, où je chassais avec une vision si aiguë que je pouvais voir une souris se déplacer dans l'herbe depuis des centaines de mètres de hauteur. Don Esteban m'a guidé dans les préparatifs. Il fallait jeûner d'une certaine manière, purifier le corps et l'esprit, aller dans des lieux sacrés et faire des offrandes. Et enfin, lors de la nuit de la nouvelle lune, faire le rituel de connexion. Elena était effrayée quand je lui ai raconté ce que j'allais faire. « Es-tu sûr de cela ?» a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. « Et si quelque chose tourne mal ? Si je ne le fais pas, ce nawal corrompu continuera d'être une menace. » ai-je répondu. « Il a déjà pris une fille. Qui sera le prochain ? Santiago ? Je ne peux pas rester les bras croisés alors que j'ai le pouvoir de l'arrêter. » La nuit de la nouvelle lune est arrivée. Don Esteban et 2 autres anciens m'ont accompagné à un lieu sacré en haut de la montagne, une clairière où mon grand-père avait l'habitude d'aller pour ses propres rituels. J'ai suivi les instructions à la lettre. J'ai allumé le feu sacré. J'ai brûlé les herbes spécifiques. J'ai récité les mots ancestraux dans la langue de mes ancêtres, des mots que je n'avais jamais prononcés mais qui sortirent de ma bouche comme si je les connaissais depuis toujours. Et alors je l'ai senti, une présence s'approchant. J'ai levé les yeux et elle était là. L'aigle. Il est descendu du ciel nocturne et s'est posé devant moi. Ses yeux me regardaient avec une intelligence qui dépassait l'animal. Et je savais, c'était mon nawal. Cette connexion avait existé depuis ma naissance, attendant d'être reconnue. L'aigle a pris son envol et je l'ai suivi. Pas physiquement, mais avec ma conscience. J'ai senti mon esprit se séparer de mon corps et se fusionner avec l'oiseau. Tout à coup, je voyais à travers ses yeux, sentant le vent dans ses plumes, expérimentant le monde d'une manière complètement nouvelle. Nous avons volé ensemble cette nuit-là. L'aigle m'a montré les montagnes de sa perspective. Il m'a appris à chasser, à voler, à utiliser chaque courant d'air. Ce n'était pas une possession, c'était une union. Nous étions 2 consciences partageant un corps. Quand le jour s'est levé, mon esprit est revenu dans mon corps humain. Je me suis réveillé dans la clairière, tremblant, trempé de sueur, mais me sentant plus complet que jamais. « Tu as réussi », a dit Don Esteban avec un sourire. « Maintenant, tu es un véritable nawal, comme ton grand-père avant toi. » Les jours suivants, j'ai pratiqué. J'ai appris à entrer et sortir de mon corps, à me fusionner avec mon aigle nawal à volonté. C'était de plus en plus facile, plus naturel. J'ai commencé à comprendre pourquoi mon grand-père avait gardé ce secret si jalousement. Le pouvoir était incroyable. Voir le monde depuis les cieux, se déplacer avec la grâce et la vitesse d'un aigle, ressentir cette liberté absolue. C'était addictif, enivrant. Mais cela me rappelait constamment les mots de mon grand-père, seulement pour protéger, jamais par fierté ou vanité. Et bientôt, je devrais utiliser ce pouvoir pour protéger. Les attaques ont commencé 2 semaines après ma transformation initiale. D'abord, ce fut le bétail. Des moutons et des chèvres déchiquetés pendant la nuit, mais pas mangés, juste tués.
comme si l'attaquant le faisait pour le plaisir, pas par faim. Puis ce furent les chiens. 3 chiens du village apparurent morts un matin, leurs corps jetés sur la place centrale comme avertissement. Et enfin, un autre enfant a disparu. Un garçon de 10 ans nommé Paco. Nous n'avons pas attendu des jours cette fois. Je me suis transformé cette même nuit. La fusion avec mon aigle Nawal était déjà plus fluide. En quelques minutes, j'étais dans les airs, volant au-dessus des montagnes, cherchant avec des yeux capables de voir dans l'obscurité presque comme si c'était le jour. Je l'ai trouvé après 2 heures de recherche. Dans une vallée reculée, il y avait un feu de camp. Et à côté, une créature qui m'a glacé le sang même sous la forme d'un aigle. C'était Teodoro, ou ce qu'il en restait. Il était transformé, mais la transformation était horriblement mal faite. Ce n'était pas complètement un loup. C'était un mélange grotesque d'homme et de bête. Son corps était humanoïde mais couvert de poils noirs. Ses jambes étaient pliées, comme celles d'un loup, mais se terminaient en quelque chose qui n'était ni une griffe ni un pied humain. Son visage était le pire. Un museau de loup greffé sur une structure faciale humaine, avec des yeux qui changeaient constamment entre humains et animaux. Paco était là, attaché, terrifié mais vivant. La créature me vit voler au-dessus, et elle parla d'une voix qui était à moitié humaine, à moitié grognement animal. « Un autre Nawal, je peux le sentir. Tu viens me juger, pour m'arrêter ?» Elle rit, un son horrible. « Je suis plus puissant que vous. J'ai pris ce pouvoir de mon propre gré. Je n'ai pas attendu qu'on me le donne. Je suis évolution. Je suis l'avenir. » Je descendis et atterrissais près, en gardant mes distances. Même sous forme d'aigle, je pouvais communiquer. Non pas avec des mots, mais avec des intentions que d'autres Nawal pouvaient comprendre. Je lui fis comprendre de libérer l'enfant, de laisser le village en paix, que son chemin était erroné. « Erroné ?» rugit-elle. J'ai passé des années à enquêter, à apprendre. J'ai fait les rituels corrects. J'ai versé le sang nécessaire. J'ai gagné ce pouvoir. Et alors, je l'ai compris. Théodore avait tué des animaux lors de rituels cherchant à forcer une connexion avec un Nawal qui n'était pas le sien. Il avait essayé de créer artificiellement ce qui doit se produire naturellement depuis la naissance. Et le résultat était cette abomination. Il a chargé contre moi avec une vitesse surnaturelle. J'ai dû voler haut rapidement pour éviter ses griffes. Mais il a sauté, haut, trop haut pour n'importe quel loup naturel, et il m'a presque atteint. Ce ne serait pas une confrontation facile. J'ai volé en cercle, cherchant un avantage. Il était plus fort et plus grand, mais j'étais plus rapide. Je descendais, l'attaquais avec mes griffes d'aigle et montais avant qu'il puisse m'attraper. Chaque attaque laissait des coupures sur sa peau antinaturelle. Mais il m'a aussi atteint plusieurs fois. Ses griffes ont déchiré mes plumes. Sa mâchoire de loup a failli m'attraper en plein vol. Je suis tombé au sol, étourdi, et j'ai dû me transformer à nouveau en forme humaine pour rouler hors de sa portée. « Tu es faible », s'est moqué-il. « Tu t'accroches encore à ton humanité. Moi, je l'ai abandonné. C'est pourquoi je suis supérieur. » Mais là était son erreur. Il avait complètement abandonné son humanité. Il ne se souvenait plus pourquoi il avait cherché ce pouvoir en premier lieu. Il voulait juste plus de pouvoir, plus de domination. Il s'était perdu. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Pour protéger Paco, pour protéger mon peuple, pour maintenir l'équilibre que mon grand-père avait protégé avant moi. Je me suis transformé à nouveau. Cette fois plus rapidement, plus concentré. J'ai volé haut, plus haut qu'avant, jusqu'à ce que la créature en dessous de moi ne soit qu'une tache sur la terre. Et puis, j'ai descendu. Je suis tombé comme un éclair du ciel, avec toute la vitesse et la force qu'un aigle peut rassembler dans une plongée. Mes griffes étendues ont frappé son dos avec une force immense, traversant sa peau et s'enfonçant profondément. La créature a hurlé de douleur et de fureur. Elle s'est tordue, essayant de m'atteindre, mais j'avais déjà recommencé à voler haut. J'ai répété l'attaque, encore et encore, descendant d'en haut, attaquant, montant. Chaque coup l'affaiblissait un peu plus. Chaque blessure saignait noire, pas rouge. Ce qu'elle était devenue n'était plus complètement vivant. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais qui était probablement des minutes, il s'effondra. Sa forme grotesque commença à changer, à se désintégrer. Les cheveux tombèrent, la chair se tordit, et lentement, il retrouva une forme humaine. Teodoro était là, nu, saignant de dizaines de blessures. Mais ses yeux étaient à nouveau humains, et en eux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la clarté, l'horreur de ce qu'il était devenu.
du regret. « Aide-moi » murmura-t-il d'une voix rauque. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste être spécial. Et maintenant je meurs et je ne sais pas ce que je suis. Je me transformais à nouveau en humain et je m'agenouillais à côté de lui. J'ai détaché Paco et lui ai dit de courir vers le village, de suivre le ruisseau et de ne pas regarder en arrière. L'enfant courut sans hésiter. « Je ne peux pas t'aider » dis-je à Teodoro. « Tu as brisé les règles fondamentales. Tu as forcé quelque chose qui doit se produire naturellement. Ton corps et ton esprit sont déchirés de manière qui ne peuvent pas être réparés. »« Je le sais » cracha-t-il du sang noir. « Je peux le sentir. Je suis en train de me désintégrer de l'intérieur. » Il me regarda avec des yeux suppliants. « Y a-t-il quelque chose après, pour des choses comme moi ?» Je ne savais pas quoi répondre. Dans les enseignements de mon grand-père, il n'y avait pas d'informations sur les Nawals corrompus. Je ne savais pas ce qui leur arrivait après la mort. « Je ne sais pas, ai-je admis, mais s'il y a quelque chose, j'espère que tu trouveras la paix. » Théodore ferma les yeux. Sa respiration devint plus lente, plus superficielle. « Dis à ma famille que je suis désolé, que j'ai perdu mon chemin, que l'ambition m'a consumé. » Et puis il est mort. Son corps s'est rapidement désintégré après cela, devenant cendres en quelques minutes, comme s'il n'avait jamais complètement existé. Il ne restait que ses vêtements et quelques-unes de ses affaires. Je suis retourné au village sous la forme d'un aigle. Je suis arrivé juste au moment où Paco entrait en courant, criant qu'il était en sécurité. Elena m'a vu descendre et se transformer de nouveau en humain. Elle a couru vers moi et m'a embrassé, se moquant que j'étais nu et couvert de sang. « Il est mort », ai-je dit. « Le Nawal corrompu est mort. Ce n'est plus une menace. Le peuple a célébré cette nuit-là. Paco était en sécurité. La menace était terminée. J'étais un héros. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais changé. Avoir tué, même quelque chose d'aussi corrompu que ce qu'était devenu Théodore, me pesait. Et le pouvoir de la transformation continuait de m'appeler. Chaque nuit, je voulais voler à nouveau. Ressentir cette liberté, cette sensation d'être plus qu'humain. Don Esteban l'a remarqué. « Fais attention, Matteo » m'a-t-il averti. « Même les Nawals justes peuvent perdre leur chemin. Le pouvoir est séduisant. Ton grand-père a lutté contre cela toute sa vie. C'est pourquoi il limitait quand et comment il se transformait. » J'ai essayé de suivre son conseil. J'ai limité mes transformations, seulement quand c'était absolument nécessaire. Mais c'était difficile. La séparation entre mon être humain et mon être aigle commençait à s'estomper. J'ai commencé à avoir des impulsions d'aigle même sous forme humaine. Je voyais de petits mouvements avec une clarté antinaturelle. Je voulais être dans des endroits élevés. Je ressentais de la claustrophobie dans des espaces fermés. Ma vision changeait parfois sans que je le contrôle, devenant super aiguë et avec des couleurs différentes. Elena s'inquiétait. « Tu es en train de changer », disait-elle. « Parfois je te regarde et je sens que je ne te reconnais pas complètement. » Elle avait raison. J'étais en train de changer. La ligne entre Matteo l'humain et l'aigle Nawal devenait plus fine chaque jour. 6 mois après avoir tué le Nawal corrompu, j'ai eu un incident qui m'a profondément effrayé. J'étais dans ma clinique vétérinaire, en train d'examiner un chien. Le propriétaire était impoli, impatient, me criant de me dépêcher. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai ressenti une colère animale, une impulsion d'attaquer, de montrer ma dominance comme le ferait un aigle territorial. Mes mains ont commencé à se transformer en griffes sans que je puisse le contrôler. Mes yeux ont changé. Pendant un instant, j'étais sur le point d'attaquer cet homme juste pour être ennuyeux. J'ai réussi à me contenir, mais à peine. Je lui ai dit de partir, de revenir un autre jour. Quand il est sorti, je me suis enfermé dans mon bureau, tremblant, terrifié par ce que j'avais failli faire. Cette nuit-là, j'ai parlé avec Don Esteban. Je suis en train de me perdre, ai-je admis, comme Théodore. Différent, mais je me perds quand même. Je ne suis pas comme Teodoro, corrigea Don Esteban. Il s'est perdu par ambition et manque de respect. Tu es en train de te perdre à cause de l'usage excessif du pouvoir, en ne maintenant pas l'équilibre. Il réfléchit un moment. Tu dois t'arrêter. Complètement. Cesser de te transformer pendant une longue période, peut-être des années, jusqu'à ce que tu redeviennes complètement toi-même. Et si le peuple a besoin de moi, et si une autre menace apparaît, alors tu devras décider ce qui est le plus important. Protéger le peuple ou te protéger toi-même.
Don Esteban posa une main sur mon épaule. Mais je te dirai ceci, un Nahual qui perd son humanité ne peut protéger personne. Il ne fait que causer du tort. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai dit à Elena que nous devions partir, quitter le village, recommencer ailleurs où je n'aurais pas accès à mon aigle Nahual, où la tentation de me transformer ne serait pas constamment présente. Elle a compris. Nous avons emballé nos affaires. J'ai expliqué à Don Esteban et aux anciens pourquoi nous partions. Ils ont également compris, bien que j'ai vu de la tristesse dans leurs yeux. J'étais le seul Nahual jeune du village. Mon départ laissait le village sans protection de ce type. Peut-être que c'est mieux ainsi, dit Don Esteban. Peut-être est-il temps que ces vieilles traditions se reposent. Le monde change. Peut-être qu'il n'y a pas de place pour les Nahual dans le monde moderne. Nous avons déménagé à Mexico. J'ai trouvé un emploi dans une clinique vétérinaire urbaine. Santiago est entré dans une nouvelle école. Elena a trouvé un travail dans une école primaire. Nous avons construit une nouvelle vie. Cela fait 2 ans depuis. Pendant tout ce temps, je ne me suis pas transformé une seule fois. La connexion avec mon aigle Nahual existe toujours, je peux la sentir, mais je l'ai gardée endormie. Parfois, je rêve de voler. Parfois, je me réveille en ressentant des ailes que je n'ai pas. Mais je résiste. Lentement, je redeviens complètement humain. Les impulsions d'aigle ont diminué. Ma vision est redevenue normale. Je ne ressens plus cette attraction magnétique pour les endroits élevés. Mais je sais que le pouvoir est encore là, endormi, en attente. Si jamais j'en ai vraiment besoin, si ma famille est en réel danger, il pourrait se réveiller à nouveau. Mais ce serait la dernière fois, parce que je sais maintenant que je ne peux pas vivre indéfiniment entre les 2 mondes. Je devrais finalement choisir, être complètement humain ou me perdre dans la forme animale pour toujours. J'ai choisi d'être humain, j'ai choisi ma famille, j'ai choisi cette vie simple et normale en ville. Parfois, je regrette de ne pas voler, je regrette ce sentiment de liberté absolue, de voir le monde sous des perspectives que aucun humain normal ne peut voir. Je regrette la connexion avec quelque chose de plus grand que moi-même, mais quand je regarde Santiago jouer, quand j'embrasse Elena, quand je vis des moments simples et humains, je sais que j'ai pris la bonne décision. Le pouvoir des Nahuals est réel, c'est beau et terrible en même temps. C'est un héritage ancestral qui vient avec un coût très élevé. Et tout le monde n'est pas fait pour payer ce coût, je ne l'étais pas, et c'est bien de l'admettre. Mon grand-père a vécu toute sa vie comme Nahual et a maintenu l'équilibre. Il était plus fort que moi à cet égard. Mais il a aussi payé un prix. Une vie de solitude, de secret, de charges constantes. J'ai choisi différemment. Et même si parfois je ressens de la nostalgie pour ce que j'ai laissé derrière, je ne regrette pas. Parce qu'à la fin, ce qui est le plus important, ce n'est pas le pouvoir que tu as. C'est comment tu choisis de l'utiliser. Et parfois, la décision la plus sage est de choisir de ne pas l'utiliser du tout. Et ainsi se termine le récit que Matteo m'a partagé. Il m'a écrit récemment en disant qu'il est toujours à Mexico, que sa famille va bien et qu'il ne s'est pas transformé ces 2 dernières années. Il dit qu'il ressent parfois l'appel, surtout quand il voit des aigles voler, mais il reste ferme dans sa décision de vivre comme un humain. Si jamais tu as ressenti qu'il y a 2 parties de toi qui se battent pour le contrôle, ou si tu connais des histoires sur des Nahuals dans ta région, partage-les dans les commentaires. Ces traditions ancestrales méritent d'être rappelées. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de contenu chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que le plus grand pouvoir est parfois de savoir quand ne pas utiliser le pouvoir que tu as. À bientôt.